Audrey commence bien, tiens. Merci Audrey. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des mardis de l'Espace des Sciences et merci d'être là aussi nombreux alors que nous sommes en période de vacances. Ça fait vraiment très très plaisir et ça nous fait aussi extrêmement plaisir de retrouver Audrey Dussutour pour cette soirée. Je vous rappelle juste qu'elle est directrice de recherche au CNRS. Elle travaille au Centre de biologie intégrative à Toulouse. Elle est spécialiste du comportement animal, les blobs, les fourmis. Voilà. Et elle est venue déjà plusieurs fois, Audrey, le 18 septembre 2018, c'était pour nous parler du blob, justement. Oh là là, organisme unicellulaire, dépourvu de bouche, d'estomac, Dieu, offrant 720 sexes différents, mais qui pourtant voit, sent, digère et s'accouple. Ça n'a pas changé depuis 2018. Non, le blob est toujours avec moi. D'accord. 5 ans plus tard, tu es revenu pour nous donner les dernières nouvelles du blob. C'était en 2023. Alors là, tu présentais cette conférence, un monstre de films d'horreur à Hollywood, objet de science au CNRS, source d'innovation pour les entreprises, astronaute à bord de l'ISS, organisme de compagnie à la maison, coqueluche des médias, outil pédagogique à l'école, une vraie star, quoi. Hein ? Oui, clairement, il m'a échappé. Il t'a échappé. Et le livre que tu lui as consacré s'intitule « Moi, le blob ». Il est paru chez Humaine Science et je crois que la libraire qui est là-haut, là, sur sa table... voilà, et puis tu es venu ce soir pour nous parler de l'histoire fascinante du parasitisme chez les champignons depuis leur émergence aquatique jusqu'à être auprès de nous, là, voilà, partout. Les champignons de l'Apocalypse, le livre que tu leur dédies, le voici, il est sorti au mois d'avril dernier. Et alors, c'est assez particulier quand même. On va en dire un mot avant de commencer, et puis vous irez le feuilleter si vous le souhaitez, et puis surtout le faire signer par Audrey tout à l'heure, à l'étage au-dessus, à l'issue de la conférence. Parce qu'en fait, ce livre, il est paru aux éditions Grasset, il démarre comme un livre de science-fiction. Oui, tout à fait. Il commence par une nouvelle inspirée de la série Last of Us, pour ceux qui connaissent. Alors, j'ai écrit cette fiction pour nous mettre un petit peu plus dans la peau de personnes qui pourraient être confrontées à des infections fongiques. Et ça me permet, cette fiction, de naviguer dans l'histoire évolutive des champignons. Et donc, on suit 3 personnages. Laure, qui est mycologue, donc spécialiste des champignons, sa fille Sophia, qui est une adolescente. On a marre d'entendre parler des champignons, mais bon. Ouais, qu'elle en a vraiment bien marre. Et un DJ qui s'appelle James, qui est inspiré de mon mari. Ah ouais, je voulais poser la question parce que j'ai vu que le livre était dédié à James et je me suis dit, tiens, serait-ce le même James que l'on trouve dans le livre ? C'est le même James. C'était une source d'inspiration parce que c'est quelqu'un qui n'est pas scientifique, qui est musicien, et qui du coup pose beaucoup de questions, extrêmement curieux, et donc je pouvais tester sur lui en direct. Et donc voilà, c'est ces 3 personnages qui se retrouvent dans une apocalypse de zombies, en fait, de personnes infectées par des champignons. Ils se retrouvent bloqués dans une toute petite pièce, dans une salle de concert. Et au Zénith. Voilà. Et pour passer le temps, Laure décide de raconter plus ou moins l'histoire, en fait, des champignons. Alors, toute cette partie-là, évidemment, elle est fictionnelle, bien sûr, mais tout ce que raconte Laure, la mycologue, à l'intérieur, c'est incroyable ce qu'elle raconte, c'est vrai. Oui, c'est scientifiquement c'est prouvé. Ça. J'ai bien séparé la fiction avec des petites étoiles pour pas que les gens puissent confondre. Donc, tout ce qu'elle raconte est réel, et la fiction revient à chaque chapitre. C'est aussi une respiration pour le lecteur. On rentre dans la fiction, dans l'histoire, et on comprend mieux aussi ce qui se passe pour ces personnages, parce qu'à chaque fois, Laure livre en fait des petites stratégies qu'utilisent les champignons pour infecter, et à chaque fois, on comprend un peu mieux ce qui se passe au-dessus de leur tête. Et donc voilà, la fiction m'a rendu aussi l'écriture beaucoup plus agréable.
Il faut le Mais dire. le champignon qui infecte, je ne sais pas trop comment le dire, qui prend possession des personnages, des hommes, enfin pas les personnages, des hommes dans le livre, au tout départ, cela, il n'existe pas. Non. Oh. Ah là, je suis rassurée, parce que franchement, Ils sont inspirés comme Last of Us de Ophiocordyceps unilateralis, qui infecte les fourmis. Mais il est plus proche de la réalité que Last of Us. En fait, je me suis mis plus dans une possibilité, en vraiment multipliant toutes les probabilités, etc., que ça puisse arriver. Donc, j'ai choisi un autre champignon qui a muté, etc. Et surtout, en fait, la transformation de l'humain en zombie est beaucoup plus proche de la transformation qui arrive à la fourmi que dans Last of Us, où on est très loin de la réalité, puisqu'il se transforme en une forme de chou-fleur dans Last of Us, ce qui n'est pas du tout le cas de la fourmi. J'ai oublié de citer le livre aussi sur les fourmis, parce que c'est un livre qu'on a découvert ici aussi, l'Odyssée des fourmis, puisqu'on avait, tu l'as écrit avec Antoine Wistrach, c'était en 2022, paru chez Grasset aussi. Je crois qu'elle en a aussi la libraire, et on avait passé une super soirée avec Antoine Wistrach. Tu n'avais pas pu venir ce soir-là, il était venu seul, et c'est un très très bon livre aussi. Oui, oui, on s'est vraiment régalés tous les deux à l'écrire. C'est comme une histoire, ça se lit comme une histoire. Alors, je vais pas faire plus long, parce qu'il faut vraiment, vous allez voir, il y a des images extraordinaires, comme d'habitude. C'est toujours très, très bien illustré par Audrey. Je voulais juste savoir, tu as été responsable des projets de sciences participatives, Élève ton blob, et derrière le blob, la recherche. Tout ça, ça se poursuit ou c'est terminé maintenant? Alors, Élève ton blob, c'était que l'année 2021-2022, mais je reste en contact avec énormément d'enseignants, parce que je renvoie encore des blobs, je participe à des olympiades, etc. Donc j'ai vraiment une forte connexion avec les enseignantes et je continue à travailler avec elles. Et pour derrière le blob la recherche, on est en cours d'écriture de la publication. Donc ça a pris un tout petit peu de retard, parce que je travaille avec un mathématicien qui, lui, fait ça sur son temps un petit peu libre, sur ce projet, parce que c'est moi qui l'ai embrigué dans cette grande aventure. Et on est en train d'écrire la publication, et du coup, sur la partie en fait maths, on a pris un petit peu de retard, mais on espère rattraper ce retard très très vite. Mais moi, j'ai déjà construit toutes les figures, les résultats sont magnifiques. Donc s'il y a ici des volontaires qui ont participé, bravo. Super boulot. Vraiment, ça va faire une très très belle publication scientifique. Alors là, on les découvre, ces champignons de l'apocalypse, qui s'en prennent même au blob. Mais grave, grave. À tout à l'heure pour les questions. Alors, on va parler de champignons pendant à peu près une bonne heure. Mais avant de rentrer dans le détail des champignons parasites, on va parler un petit peu des champignons en général pour voir où vous en êtes sur la compréhension des champignons. Dans les années 60, certains d'entre vous, je pense qu'ils sont nés avant ça, ont appris à l'école que les champignons appartiennent au monde végétal. Cette classification, on la doit à Aristote, qui pour lui c'était simple, si ça bouge, c'est un animal, si ça ne bouge pas, c'est un végétal. À l'évidence, un champignon ne bouge pas, il l'a classé dans le règne végétal. Mais certains botanistes y rechignaient à mettre les champignons dans le règne végétal. Ils disaient que c'est des plantes sans graines, c'est des plantes moches, c'est des plantes imparfaites. Au XVIIe siècle, le botaniste Gaspard Boin refuse de les voir comme des êtres vivants. Et il affirme qu'ils naissent à partir de la pluie, et il dit « Les champignons ne sont ni des plantes, ni des racines, ni des fleurs, ni des graines, mais seulement de l'humidité venant de la terre. Ils naissent en général quand il tonne et quand il pleut. » Alors, qu'est-ce qui chiffonne? Pourquoi on n'arrive pas à classer les champignons? Il y a une question à laquelle on n'arrive pas à répondre. C'est comment les champignons se reproduisent. Parce que la vie sexuelle des champignons reste un long mystère. Vraiment, pendant très longtemps, on ne sait pas. Et pourquoi? C'est parce qu'on se trompe quand on regarde un champignon.
Ici, vous avez un arbre, un champignon, un Homo sapiens. Le champignon que vous voyez n'est en réalité que le fruit du champignon. C'est une structure qui sert à produire et disperser les gamètes au même titre qu'une pomme ou qu'un appareil génital. Donc le véritable corps du champignon, lui, c'est le mycélium, ce réseau d'if que vous voyez juste en dessous, qui est caché dans le sol. Autrement dit, quand vous cueillez des champignons, vous cueillez en fait des appareils génitaux de champignons, que vous cuisinez à la poêle ensuite. Donc ayez bien ça en tête, le champignon, c'est bien plus que ce que vous mangez. La reproduction des champignons est extrêmement compliquée. J'ai failli même abandonner la rédaction de mon ouvrage à cause de la reproduction des champignons. Donc tout d'abord, on va prendre un champignon en haut, cette belle amanite. Elle produit des spores. C'est la semence du champignon. On va s'arrêter un petit peu sur ces spores. Les spores, en fait, les champignons en produisent énormément. En été, il y en a entre 1000 et 50 000 mètres cubes. 50 000 par mètre cube. Donc dans cette salle, on peut imaginer qu'il y a entre un bon million de spores. Donc à chaque inspiration, là, pendant que vous écoutez, vous avalez 50 spores de champignons. Mais heureusement, votre système immunitaire est là pour veiller au grain et va tuer toutes ces spores pendant que vous vous relaxez en écoutant. Si on combine en fait toute la production de spores des champignons, c'est 50 millions de tonnes par an. C'est de quoi remplir 20 000 piscines olympiques. C'est 45% des particules qu'il y a dans l'air. Et ces spores de champignons participent à la formation des nuages et de la pluie. Donc le botaniste, il n'avait pas tort, ça vient avec la pluie. Une fois que la spore est dans un environnement humide, elle germe et elle donne naissance à des filaments qu'on appelle des ifs qui vont former ce qu'on appelle le mycélium. Alors, le mycélium, parlons-en aussi, ça représente 50% de la matière sèche du sol en forêt. Et si sur cette image, je prends toutes les petites ifs et que je les mets bout à bout, je vais pouvoir faire Toulouse-Rennes, 600 km. Donc vous voyez que c'est vraiment une énorme biomasse, ces champignons. Ce mycélium, vraiment, est dans le sol, grouille sous nos pieds. Donc ce mycélium, il avance à peu près à 3 cm par jour chez certaines espèces. Les ifs, elles font de 2 à 10 micromètres. Donc c'est extrêmement fin. C'est 50 fois plus fin qu'un cheveu. Par contre, la pression qu'il y a à l'intérieur des ifs, elle peut atteindre de 8 à 80 bars. C'est 40 fois la pression qu'il y a dans un pneu de voiture. Donc si vous imaginez, en fait, si une if a la taille de ma main, elle peut porter un bus de 8 tonnes comme ça. C'est pourquoi on peut voir parfois des champignons émerger de l'asphalte. C'est dû à la pression qui est générée à l'intérieur de ces ifs. Les ifs sont des organismes qui perçoivent leur environnement. Ils peuvent percevoir la lumière, l'intensité et même certaines couleurs. Elles peuvent percevoir la température, l'humidité, les courants d'air, les textures avec un sens qui est très proche du toucher. Elles peuvent percevoir les champs électriques, la nourriture à distance, les toxines, mais aussi reconnaître le soi du non-soi. Une if peut signifier à une if « Ouh, je suis de la même famille que toi » et elles peuvent se rapprocher comme ça. Ou à l'inverse, dire « Viens pas ici, c'est chez moi ». Donc en fait, les ifs communiquent entre elles. Donc on revient à ce cycle et c'est là où on a une séparation. Soit le champignon peut faire ce qu'on appelle la reproduction asexuée, c'est-à-dire qu'il ne se reproduit pas avec un autre champignon, et il va former un sporocarpe, c'est ce qu'on appelle le champignon, c'est ce qui porte en fait les spores, et ça va recommencer comme ça, un cycle complètement asexué, c'est du clonage. Soit les ifs vont fusionner entre elles avec un partenaire sexuel. Alors la reproduction sexuée chez les champignons, c'est beaucoup plus compliqué que chez nous. Juste pour vous donner un exemple, Schizophyllum communé, qui est un champignon, a 23 328 types sexuels. Voilà, ils sont loin de 2 comme nous. Et de plus, certains champignons peuvent changer de type sexuel au cours de leur vie, et certains même peuvent porter plusieurs types sexuels. Donc vraiment, la reproduction des champignons, c'est un vrai micmac.
C'est donc en 1969 qu'on se rend compte enfin que les champignons ne sont pas des plantes. Alors, qu'est-ce que sont les champignons? Eh bien, c'est un règne à part, comme le règne animal et comme le règne végétal. Et si on regarde où il se situe, alors là, c'est un arbre phylogénétique extrêmement simplifié, il manque plein de choses, c'est très incomplet. Mais donc, au bas de l'arbre, on a les bactéries, ensuite on a les archées, ensuite on a les plantes, ensuite on a les amébozoaires, pour les connaisseurs du blob. Et ensuite, vous voyez qu'on a un ancêtre commun entre les champignons et les animaux. Donc oui, les champignons sont plus proches du poulet que du concombre pour les végétariens. Peut-être qu'on devrait arrêter de manger des champignons. Et donc, ils ont un ancêtre commun qui s'appelle les Opisthoconta, qui veut juste dire avoir une flagelle à l'arrière, et qui date de 1,2 milliard d'années. Et ensuite, ça s'est séparé. Ça a donné les animaux il y a 800 millions d'années, les champignons il y a 1 milliard d'années. Donc c'est à ça que ressemblait notre ancêtre commun, à nous, les champignons et aux animaux, une espèce de cellule avec un flagelle à l'arrière. Donc les champignons, c'est un règne à part, et c'est un règne qui comprend énormément d'espèces. Donc on compte à l'heure actuelle 150 000 espèces de champignons, mais on estime qu'il en existe 5 millions. Donc on ne connaît que 3% des espèces de champignons. En France, on en a 30 000 espèces. Et chaque année, les scientifiques découvrent 1000 espèces différentes, 1000 nouvelles espèces de champignons. Donc il nous faudra à peu près 50 000 ans pour connaître toutes les espèces de champignons à ce rythme-là. Juste pour vous donner un ordre d'idée, il existe 2 millions d'espèces animales sur à peu près 5 millions, ce qui fait qu'on en connaît 40 à 50%. Et on en découvre 20 000 espèces par an. Donc vraiment, on se concentre beaucoup plus sur les animaux que sur les champignons. Et pourtant, c'est bien dommage, parce que si on met tous les champignons dans une balance, et de l'autre côté, on met tout le règne animal, humains y compris, les animaux, lait de vache, etc., tous les animaux, la biomasse des champignons, c'est 6 fois la biomasse animale. Et pourtant, on n'en connaît strictement rien. Alors, les fruits des champignons, les sporocarpes, ils ont vraiment différentes formes. Ici, vous avez par exemple un champignon qui ressemble à un nid d'oiseau. Vous en avez certains qui ressemblent à des sucreries. Ils sont beaux, ceux-là. Vous en avez d'autres qui sont beaucoup moins beaux, qui ressemblent à des steaks hachés ou des cerveaux. Certains beaucoup plus beaux, qui ressemblent à des randonneurs dans la forêt. Certains qu'on surnomme pénis de chien, qu'on trouve aussi en forêt. Il y a aussi l'autre, la version Homo sapiens, mais j'ai préféré vous montrer la version canine de ce champignon. Il y a d'autres champignons qui nous rappellent étrangement des choses. Donc ça, c'est l'oreille de Judas, par exemple. Et les deux autres, c'est des xylaria. Donc il y en a un, on dirait une forme de main, et il y en a une, on dirait des orteils. Mais ce sont des champignons. Donc ne prenez pas peur, ce ne sont pas des pieds de zombies, ce sont des champignons. Là, c'est une araignée qui a été parasitée par un Ophiocordyceps. Donc, ce que vous voyez, ce n'est pas des bouts de coraux, c'est des champignons. Mais ce qu'on oublie souvent, ça aussi, c'est des champignons, la moisissure. Et même celle-là, c'est un champignon. Et celle-là, on l'a partout dans nos salles de bain. Alors, les champignons sont très divers. Alors, ils sont divers en forme, en couleur, etc., mais ils sont aussi divers par la taille. Le plus grand champignon au monde, c'est Armillaria, une armillaire à couleur de miel, qui est dans l'Oregon. Ce champignon a 2500 ans, il pèse 400 000 kilos et il fait 10 km carrés, pardon. 10 km carrés. Donc ce n'est pas un stade de foot, c'est 1300 stades de foot. Alors comment c'est possible quand vous avez vu ce petit champignon? C'est comme vous rappelez, le corps, en fait, il est dessous, il est dans le sol. Et en réalité, tous les arbres, parce que c'est un champignon parasite, sont connectés par des ifs qui s'organisent en rhizomorphes, qui forment des cordes comme ça. Et tous les arbres, en fait, sont reliés sur plus de 10 km² par le même champignon. Alors ça, c'est le plus gros des champignons. Un des plus petits champignons, c'est la levure, qui fait à peu près 5 micromètres. Et sachez que chaque fois que vous prenez une bière, vous avalez 5 milliards de levures. Presque l'équivalent de la population humaine en levure, dans une bière juste. Alors la levure, c'est intéressant parce qu'on pense que c'est un champignon, la levure, mais en réalité, c'est ce qu'on appelle un morphotype. C'est une forme de champignon.
Et il existe 2000 espèces de champignons qui ont une forme de levure. Donc, à gauche, vous avez Saccharomyces cerevisiae, la levure de la bière. Et à droite, vous avez Candida albicans. Les femmes connaissent peut-être. 3 femmes sur 4 rencontreront dans leur vie Candida albicans, qui donne des mycoses. Et donc, ces deux levures n'ont rien à voir entre elles. Elles se ressemblent beaucoup pourtant, hein, mais la diversité génétique entre ces deux levures est l'équivalent de ce qu'il y a entre Homo sapiens et les tuniciers, qui sont les ancêtres des vertébrés. Même diversité génétique. Alors, où vivent les champignons? Alors, les gens vous répondent en forêt. Alors, en forêt, il y en a beaucoup, mais ça vit en réalité un petit peu partout, les champignons. Si, par exemple, vous prenez cette éponge de mer, il y a des scientifiques qui ont été un petit peu raclés cette éponge de mer, et ils ont trouvé 85 espèces de champignons différentes sur cette éponge de mer. 2,5% de la biomasse des champignons est dans les océans. Donc, il y a des champignons aquatiques. On y reviendra. On trouve des champignons en Antarctique, dans les déserts, dans la centrale de Tchernobyl, dans les réacteurs de la centrale de Tchernobyl, il y a des champignons, 2 espèces de champignons. On en trouve 5 espèces à bord de la station internationale. Mais on en trouve aussi beaucoup plus proche de chez vous. On en trouve beaucoup dans votre lave-vaisselle. Même s'il est propre, on trouve tous ces champignons après le lavage. Et à côté, vous avez tous les champignons qu'on trouve dans votre lave-linge, après lavage aussi. Clairement, on ne lave pas méga bien. Alors, encore plus proche de chez vous, vous avez 70 espèces de champignons dans votre bouche. Je parle d'espèces, hein, pas de nombre, on y reviendra. Vous avez 800 espèces de champignons dans votre tube digestif, 80 sous les pieds, 100 entre vos orteils, 10 sur votre cuir chevelu. Parlons de nombre maintenant. Malassezia, je prends juste une espèce, Malassezia, une petite levure. Vous en avez 10 millions sur la tête, vous en avez 15 millions sur votre peau. Alors ces levures, elles vivent avec vous en harmonie habituellement, hein, ce qu'on appelle un champignon commensal, c'est plutôt une vie où on partage, on fait une colloque. Mais des fois, Malassezia, elle prend ses aises. Et Malassezia, c'est un champignon qui ne sait pas synthétiser les acides gras et qui mange votre sébum. Et parfois, il part en cacahuète. Et c'est ce qui produit les pellicules qu'on voit ici, ou le pityriasis, qu'on voit ici, les petites taches blanches. Donc normalement, elle est plutôt sympa, mais des fois, pas top. Alors, quel est le mode de vie des champignons? Parce que là, je viens de vous dire qu'il y en a qui se nourrissent de sébum, donc clairement, ça ne mange pas que du bois. Donc, la première catégorie de champignons, c'est ce qu'on appelle les saprobes. Les saprobes, ils se nourrissent de matière organique morte et ils recyclent 90% de la biomasse végétale. C'est-à-dire qu'ils relarguent dans l'atmosphère 85 millions de tonnes de CO2. Et ça, c'est très bien parce que les plantes, elles consomment le CO2. Donc, si les champignons ne le relargueraient pas, on n'aurait plus de CO2 au bout d'un moment. Et on en a besoin quand même du CO2. Alors ça, donc ils décomposent la matière organique qui vient du bois, mais ils décomposent aussi les feuilles, les poils, la kératine, les excréments. En fait, on peut aller le pétrole, le plastique. En fait, tout ce qui contient du carbone, les champignons sont capables de le détruire. Ce sont des décomposeurs. Suite à la décomposition de toutes ces matières, ils relarguent dans le sol des minéraux qui sont ensuite capturés par les plantes. Donc, c'est vraiment des organismes essentiels dans nos écosystèmes. La deuxième grande famille, c'est les symbiontes. C'est ceux qui vivent en association mutualiste avec un partenaire. Donc, on connaît par exemple les lichens. Il y a 20 000 espèces de lichens. Et eux, ils vivent en association avec des algues ou des cyanobactéries. Ensuite, on a ceux qui vivent en association avec les plantes. Il y a 8 000 espèces de champignons qui vivent en symbiose avec des plantes. Et donc, ils donnent à la plante de l'eau et des minéraux. Et en échange, la plante lui donne du sucre qu'elle synthétise grâce à la photosynthèse. Et 92% des plantes sur notre planète sont associées à des champignons. Les scientifiques pensent même que c'est eux qui ont permis à la vie végétale de coloniser la surface de la Terre, c'est les champignons. Mais je ne vais pas m'éterniser sur ce que vous voyez dans le zoom, là, qui sont les mycorhizes, qui sont l'interaction entre les champignons et les plantes, puisque Marc-André Sellos a donné déjà 3 conférences, je crois, à l'Espace des Sciences. Donc, je vous invite à consulter ces conférences qui sont extraordinaires.
Troisième famille, c'est celle qui m'intéresse. C'est les parasites. C'est ceux qui se nourrissent aux dépens d'un hôte et qui vivent sur ou dans un hôte une partie de leur vie. Et ça, c'est 30% des champignons. Un champignon sur 3 est un parasite. Il y en a 8000 espèces qui parasitent les plantes, et en particulier nos plantes qu'on mange. Et ça, on n'aime pas trop parce que c'est une perte de 220 milliards de dollars. C'est plus que la dette de la France. On a aussi 1500 espèces qui parasitent les insectes. 65% des insectes sont concernés. En réalité, l'insecte, c'est l'hôte parfait pour le champignon. Pourquoi ? Parce qu'on compte 1 milliard d'insectes sur la planète Terre. Donc il y a l'embarras du choix pour le parasite. Ils sont présents dans tous les milieux. Ils sont résilients parce qu'ils peuvent survivre 10 jours sans leur tête, sans leur abdomen, quelques mois sans manger. Pratique pour un parasite. Leur température de confort est parfaitement alignée avec les champignons. C'est ce qu'on appelle des mésophiles. Ils aiment plutôt une température entre 20 et 25 degrés. Donc ils sont très limités quand la température augmente. Et le dernier avantage des insectes, leur système immunitaire, il est extrêmement prévisible. Donc le champignon peut le contourner facilement. Donc on va trouver énormément d'infections chez les insectes. Mais les vertébrés ne sont pas à l'abri, puisqu'il y a 600 espèces de champignons qui parasitent les vertébrés, et on y reviendra sur la pauvre petite chauve-souris, et 300 espèces qui nous parasitent à nous. Il y a 1,5 milliard de personnes par an qui souffrent d'une infection fongique. Donc ici, dans cette salle, je suis sûre qu'il y en a un ou une qui souffre actuellement d'une infection fongique. Et les champignons parasitent aussi les blobs. Et ça, c'est pas très sympa. Donc ça, si vous reconnaissez, c'est un blob, mais il a une couverture violette. C'est pas une couverture, c'est un champignon parasite qui le mange de l'intérieur. Donc maintenant, on va parler du parasitisme. Et pour cela, on va un petit peu regarder la phylogénie des champignons. Donc là, je vous fais un arbre. Du coup, on a zoomé sur les champignons. Et si on regarde en fait les tout premiers champignons qui ont émergé et qui sont encore là, bien sûr, mais qui dérivent des tout premiers champignons, c'est les Cryptomycota et les aphélides. Ces champignons sont exclusivement des parasites. L'origine des champignons est dans le parasitisme. Tous les champignons, au départ, étaient des parasites. Donc, ils sont nés parasites. Ensuite, vous avez les Chytridomycota. Là, on voit qu'ils commencent à se diversifier. On a des symbiontes qui vivent dans les vaches, on a des sapropes, des parasites, et puis on voit après qu'on a toutes les catégories. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'à l'origine, les champignons étaient des parasites. Donc, on va s'arrêter un tout petit peu sur ces champignons-là. Donc, eux, ils ont émergé il y a 1 milliard d'années, mais ils sont toujours là, hein, on peut les observer. Ils sont aquatiques, donc ce n'est pas du tout ce qu'on imagine d'un champignon. Ils sont unicellulaires, donc ils ont une seule cellule. Et ils sont phagotrophes, c'est-à-dire qu'ils avalent leur nourriture en faisant avec des pseudopodes comme ça. Ceux qui ont vu le blob, ça leur rappellera quelque chose. Donc ils avalent leur nourriture, ce qui n'est pas du tout ce qui se passe habituellement chez les champignons. Mais surtout, ils vivent dans l'eau. C'est des champignons complètement aquatiques. Donc les aphélides, ce sont des champignons qui, au départ, parasitaient ce qui se trouvait sous la main, des algues. Et toujours aujourd'hui, les aphélides, donc vous allez voir en fait un petit film d'un aphélide. Or, c'est tout petit un aphélide, et vous pouvez voir que ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on imagine être un champignon. Et en fait, ces organismes, ils rentrent dans les petites algues unicellulaires et ils les vident de leur contenu, et après ils ressortent. Et ils produisent des petites zoospores qui ont la tête de cette petite aphélide qui nage comme ça avec une flagelle. Donc ça, c'était les tout premiers. On les retrouve partout dans les océans, dans les eaux usées, dans les grottes, etc. Ça peut représenter jusqu'à 25% des organismes vivants dans l'eau. Donc pourtant, vous n'en avez jamais entendu parler. On passe brièvement sur les aphélides parce qu'il y a un groupe sur lequel j'aimerais m'arrêter, chez les Cryptomycota. Ce sont les microsporidies. Alors, les microsporidies, c'est les champignons les plus petits au monde. Donc, il y a 1700 espèces et ils parasitent, ces microsporidies, 50% des animaux. Ils ne parasitent que des animaux, ils boudent complètement les plantes. Clairement, ils ont fait un focus sur les animaux et tout le monde y passe, hein, les insectes, les mollusques, etc.
Et donc ces petites sporidies, c'est ce que vous voyez ici, qui sont vraiment tout petits. Alors on va zoomer un petit peu. Une sporidie, ça ressemble à ça. Ça fait 1 micron. Alors à côté, pour vous donner un ordre d'idée, je vous ai mis une coupe d'un cheveu. C'est un cheveu, en gros plan, un de vos cheveux. Et si je mets la microsporidie à l'échelle réelle, par rapport à un cheveu, ça fait ça. C'est vraiment tout petit. Alors la microsporidie, c'est le parasite le plus efficace au monde. Il a une arme incroyable qui s'appelle un tube polaire, qui est enroulé comme ça à l'intérieur de la spore. Et quand il arrive près d'une cellule hôte, il déroule ce tube en moins de 2 secondes. C'est gogo gadget au bras, le truc. Sauf qu'il faut que vous imaginez, le tube, il fait 100 fois la taille de la bestiole. 100 fois. Donc il envoie ce tube hyper vite, ça pénètre dans la cellule hôte, et là, il se roule comme ça, il se met dedans, et il s'injecte lui-même dans la cellule hôte. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que les parasites font toujours, il se multiplie. Mais il peut se multiplier beaucoup. Une cellule peut contenir des millions de ces petites microsporidies. Alors là, ce que vous voyez, c'est des cellules, en fait, mais qui ont gonflé sous la pression, en fait, des microsporidies. On le plaint, c'est un petit éperlan. Alors, comment on attrape des microsporidies? C'est très simple, on les avale. Parce que ça se retrouve dans l'eau, beaucoup. Et donc, souvent, ce qui est touché chez les animaux, c'est le tube digestif, parce que quand vous avalez une microsporidie, elle germe là où elle se trouve, dans votre tube digestif. Et alors ça pourrait vous paraître un petit peu anodin, mais en réalité, ce tout petit champignon a ruiné l'industrie de la soie en 1963. Et c'est une espèce de microsporidie en particulier qui s'appelle Nosema bombix, qui parasite le papillon qui s'appelle Bombix mori, qui est le papillon qui donne la chenille qui est aussi appelé le ver à soie. Ce n'est pas un ver, c'est une chenille. Et donc en 1855, on observe les toutes premières, vous voyez les petites taches brunes sur la chenille, clairement elle ne va pas bien, et puis finalement elles n'arrivent pas à faire le cocon. Et donc l'industrie périclite, puisqu'on passe en 1853 de 26 000 tonnes de soie produite à 6 500 tonnes en 1863. Donc c'est la catastrophe, parce qu'il faut imaginer qu'il y avait 100 000 personnes qui vivaient de l'industrie de la soie. Et d'un coup, tout s'arrête et on ne comprend pas ce qu'est cette maladie. Parce qu'il faut imaginer, on est en 1855, on ne connaît même pas l'existence des microsporidies. Et donc, ils appellent à la rescousse en 1865 Pasteur. Et Pasteur, il va faire la première image des microsporidies. Et il va découvrir qu'en fait, cette maladie est liée à ce parasite. Il ne sait pas non plus que c'est un champignon, il ne sait pas ce que c'est, mais il sait que ces petites, ils appellent ça des corpuscules, sont responsables de la maladie. Et il va aussi découvrir que la maladie se transmet de génération en génération par les œufs. Donc, même s'il ne découvre pas ce que sont ces champignons, il va trouver la solution, c'est de trier les femelles. Si les femelles, quand ils les ouvrent, elles ont ces petits corpuscules, il faut jeter toute la ponte, parce que ça veut dire que toute la ponte est contaminée. Et donc, il va finalement sauver la sériculture, donc la culture de la soie, mais ça sera trop tard. Parce qu'en fait, avec la concurrence, etc., on n'arrivera jamais à se relever de cette catastrophe, et c'est pour ça que l'industrie de la soie est complètement morte en France. Mais par contre, le seul succès qu'on a eu, c'est que Pasteur a pu mettre en place ce qu'on appelle la théorie microbienne, de démontrer que certaines maladies sont liées à l'existence des microbes. Et que ces microbes sont partout, et ça va donner plein d'idées à Pasteur, après, quand il va travailler sur d'autres maladies. Donc en fait, ça a été très important pour Louis Pasteur, cette expérience qu'il a eue, même s'il n'a pas pu sauver l'industrie de la soie. Alors, nous, on est des animaux, donc les microsporidies ne nous épargnent pas. Il y a 17 espèces de microsporidies qui se sont spécialisées sur l'être humain. Une personne sur 10 dans cette salle attrapera des microsporidies une fois dans sa vie. Je suis désolée. Alors les symptômes, la plupart du temps, je vous rassure, c'est asymptomatique. Mais souvent, c'est plutôt les symptômes d'une gastro. Mais parfois, ça peut être un peu plus important quand les microsporidies quittent le tube digestif et rejoignent le foie. Vous pouvez avoir des problèmes hépatiques ou rejoignent la cornée. Vous pouvez avoir des problèmes de conjonctivite. La transmission se fait par l'eau. Donc l'eau, quand vous ne lavez pas vos légumes, etc., et que c'est les eaux usées, la piscine, etc. Mais aussi par les animaux, quand vous touchez des animaux, parce que les animaux sont aussi porteurs de microsporidies. Et juste pour vous dire, 30% des pigeons ont des microsporidies. Donc touchez pas les pigeons.
Donc on va progresser maintenant dans l'évolution et on arrive aux Chytridiomycota, les fameux chytrides. Chytrides, on devrait dire d'ailleurs, chytrides, qui eux apparaissent il y a 800 millions d'années. Et la grosse innovation chez les champignons, on n'avale plus sa nourriture, on l'aspire. Donc le champignon, il ne fait pas comme nous, il ne mange pas le poulet, ploup. Lui, en fait, il va sécréter des enzymes à l'extérieur pour diluer le poulet et l'absorber à la paille, derrière. Donc lui, il digère à l'extérieur et après, il avale. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'osmotrophie. Ça, c'est la première innovation, maintenant tous les champignons font ça. Ensuite, il s'équipe d'une paroi. Bah ouais, c'est mieux parce qu'il est quand même un petit peu tout nul, notre champignon. Et il devient un peu plus gros. Il devient multicellulaire. Attention, chez les chytrides, on est sur quelques centaines de microns grand max, mais quand même, on grandit. Et là, je vais vous parler d'un exemple en particulier. C'est le chytride de l'horreur. C'est celui qui m'a inspiré le titre de mon livre qui s'appelle « Les champignons de l'Apocalypse ». En 1989, des herpétologues, à un congrès d'herpétologie, donc l'herpétologie, c'est ceux qui travaillent sur les reptiles, les amphibiens, ils commencent à se dire, tiens, c'est marrant, moi, telle grenouille, je ne la trouve plus. Puis il y a un autre qui dit, ah ben moi aussi, c'est pareil, moi, je ne trouve plus cette grenouille. Puis au moment, ils se disent, mais quand même, c'est bizarre, toutes les grenouilles sont en train de disparaître. Et là, ils se posent la question, mais qui veut la peau des grenouilles? En 1998, on trouve le coupable, c'est Batrachochytrium dendrobatidis. Alors, les noms de champignons, je suis désolée, il n'y a pas de nom vernaculaire pour les champignons. Donc, celui-là, il a été surnommé Bidi. Donc, Bidi, il est découvert en 1998 et c'est un chytride. Alors, on va s'intéresser à son cycle de vie. Au départ, c'est toujours un champignon aquatique. Les champignons ne sont toujours pas sortis de l'eau. Et donc, c'est une zoospore avec son petit flagelle qui nage. Et elle va repérer, en fait, la grenouille à l'odeur. Et là, elle va former ce qu'on appelle un thalle. C'est le premier corps du champignon. Ça ressemble à ça. Donc, vous voyez, ce n'est pas très gros. C'est 10 micromètres. Donc, vous avez une espèce de boule. Et les rhizoïdes, qui sont les ancêtres des premiers filaments de champignons. Ensuite, celui-ci va se transformer en sporange. Un sporange, c'est quoi? C'est une usine à spores. Et donc, il va libérer des zoospores qui vont faire quoi? Elles vont s'installer dans la cellule d'à côté, puis on va recommencer. Donc là, en haut, vous avez des gros plans d'un sporange. En dessous, c'est plein de sporanges. Une grenouille peut avoir 100 sporanges par millimètre carré de peau. On s'arrête un petit peu. 1 millimètre carré. C'est tout petit comme ça. 100 sporanges. Et ça fait ces petites taches que vous voyez sur cette pauvre grenouille. Alors, je n'ai pas trouvé de film pour les grenouilles, mais c'est pareil. C'est un autre chytride. Il s'attaque au vers et c'est le même système. Donc ici, vous voyez les zoospores. Vous voyez, avec leurs petits flagelles. On a du mal à penser que c'est des champignons. Donc, vous voyez, là, c'est un ver, un nématode. Alors, les zoospores vont rentrer par l'anus du ver. Et là, elles vont faire, vous voyez, les tubes de germination pour rentrer. Et là, elles vont rentrer à l'intérieur du ver. Et puis, elles vont fabriquer leurs sporanges, les usines à spores que vous voyez ici. Et là, qui vont, en fait, délivrer, poc, 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 comme ça, des zoospores. Donc, vous avez un ver transformé en une usine à spores de champignons. C'est exactement ça qui se passe sur la peau de notre pauvre grenouille. Alors, le problème, c'est que la peau, chez les grenouilles, ce n'est pas comme chez nous. C'est un organe très, très important. 20-50% de la respiration chez les grenouilles se fait par la peau. Il y en a même qui sont à 100% parce que certaines salamandres, par exemple, n'ont pas de poumons. La peau sert pour absorber les minéraux, pour se camoufler ou à l'inverse, pour se signaler à des prédateurs. Donc, la peau, c'est un organe essentiel et c'est ça que les chytrides attaquent. Donc, les symptômes qu'on peut noter chez les grenouilles, c'est premièrement l'épaississement de la peau qui mue plus fréquemment, ce qui n'est pas très bon parce qu'après elle est à vif juste en dessous, la déshydratation, la déséquilibre en électrolytes puisqu'elle ne peut plus absorber certains minéraux, la respiration qui devient anormale, perte d'appétit, léthargie, position inhabituelle, les pattes écartées, perte de réflexe de fuite, c'est-à-dire que là, vous essayez de l'attraper, elle ne bouge pas. Et souvent, ça se termine par un arrêt cardiaque. Donc c'est vraiment un vrai problème. Et d'où vient ce champignon? Il vient d'Asie. Il a émergé il y a 100 millions d'années, mais la lignée pathogène, elle, de Bidi, elle vient de Corée, et on pense qu'elle a émergé entre 1890 et 1960. Et en Corée, Bidi, il vit un petit peu en harmonie avec la grenouille, parce qu'en fait, ils coévoluent depuis très très longtemps, et donc il y en a un qui s'arme, il y en a un qui se défend, puis l'autre il s'arme, l'autre il s'adapte, etc. Donc depuis des millions d'années, ils se font la bagarre, mais ça c'est en Corée. Quand le champignon, il a atterri dans d'autres pays, les grenouilles, elles ne connaissaient pas ce champignon, donc elles n'ont pas pu se défendre. Donc je vous donne ici une image. Donc je vous rappelle, il a été découvert en 1998. Ici, on est en 2014 et vous pouvez voir où on trouve le champignon. On le trouve vraiment déjà partout. Et je vais vous faire un snapshot 5 ans plus tard.
90 pays touchés. Alors pourquoi? Comment ça se fait? Le champignon, il prend l'avion? Ben oui, il prend l'avion, il prend les bateaux, il prend tout. Ça, c'est le commerce des amphibiens dans le monde. Tout le monde échange des amphibiens pour les manger, mais aussi parce qu'il y a des gens qui les collectionnent. Le problème, c'est que les amphibiens qu'on échange sont porteurs du champignon. Et alors, je vais vous montrer 2 vecteurs, les pires. Le premier, c'est la grenouille taureau. La grenouille taureau, elle est originaire des USA. Elle a été introduite dans 40 pays. En fait, elle est élevée en Asie, en Amérique centrale et en Amérique du Sud pour être ensuite renvoyée aux États-Unis pour qu'ils les mangent. Donc, ils ont envoyé leurs grenouilles ailleurs, puis ils les renvoient dans l'autre sens pour les manger. Ça coûte moins cher de les faire élever par des gens ailleurs. Et donc, entre 2015 et 2020, c'est 12 millions d'individus, 15 000 tonnes de viande qui ont été importées du Mexique, de l'Équateur et de la Chine. Et 50% de ces grenouilles étaient infectées par BD. Sauf que c'est des porteurs asymptomatiques, c'est-à-dire qu'elles ne déclarent pas la maladie, et donc il est impossible pour une personne normale de détecter qu'elles sont porteuses du virus. Deuxième vecteur, le xénope. C'est une grenouille d'origine d'Afrique du Sud qu'on a introduite dans plein de pays, parce que vous savez ce qu'on faisait, cette grenouille? Des tests de grossesse. On injectait l'urine de la femme dans la grenouille avec les hormones, l'HCG, et si la grenouille pondait, la dame était enceinte. Et jusqu'aux années 60, c'était l'unique façon de faire des tests de grossesse. Sauf qu'après, on s'est un petit peu quand même, voilà, on a progressé. Et qu'est-ce qu'on a fait avec les grenouilles? Bon, on va les rejeter dans la nature. Et donc maintenant, c'est des espèces envahissantes, il y en a partout. Alors, on va se concentrer un peu sur ce qui se passe chez nous. Entre 2010 et 2019, en Europe, on a importé 40 000 tonnes de grenouilles. Le numéro 1, c'est la Belgique. 28 000 tonnes de grenouilles. La France, derrière, à peu près 7 000, et les Pays-Bas, 2006. Alors là, vous dites, c'est pas les Belges qui mangent des grenouilles. Ben, en effet, non, les Belges, elles les importent et ils les réexportent vers la France. 20 000 tonnes. Ils sont malins, les Belges. Et les Pays-Bas, un petit peu. On va donc se concentrer sur nous, parce qu'en fait, c'est nous, les plus gros importateurs de grenouilles dans le monde. De 2010 à 2019, en France, on a consommé 30 000 tonnes de grenouilles. Ça fait 1,5 milliard de grenouilles. Alors, j'ai calculé, ça fait 22 grenouilles par personne. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je ne mange pas de grenouilles. Donc, il y a quelqu'un qui en mange 44. Donc, ça fait beaucoup de grenouilles. Alors, les principaux fournisseurs de la France, ce n'est pas la France. 80% viennent d'Indonésie, 13% viennent du Vietnam, 4% de la Turquie. Je prends un paquet au hasard, je zoome, et qu'est-ce que je vois? L'île de Java. Le problème, c'est que 80% des cuisses de grenouilles importées viennent de populations sauvages. Ce n'est pas des fermes à grenouilles, ce ne serait pas bien mieux, mais un petit peu mieux. Non, on les capture à l'état sauvage, et donc il y a certaines grenouilles qui sont vouées à disparaître parce que voilà, les Français aiment bien manger des grenouilles. Donc, si on fait le bilan de BD, c'est 1000 espèces infectées, aujourd'hui en 2025, dont 7% sont en déclin. 120 espèces sont perdues jusqu'à 90% de leurs effectifs. 90 espèces sont probablement disparues, et donc je vous les présente pour leur rendre hommage. La grenouille gastrique, disparue en 1990, c'était une grenouille extraordinaire qui en fait gardait ses têtards à l'intérieur de son estomac, qui servait de couveuse, et quand elle accouchait par la bouche des petites grenouilles. Ben voilà. Le problème, c'est que comme les têtards occupaient tout le volume, elle ne pouvait pas respirer, elle comptait sur sa peau pour la respiration, mais quand on attrape BD, on n'a plus de peau. Disparition 2006, la grenouille dorée, qui est en réalité un crapaud, qui a été filmée en dernier par David Attenborough. Elle a disparu en 2006 au Panama. Au Panama aussi, la rainette à franges a disparu en 2016. C'est une rainette qui était assez intéressante, elle pouvait planer entre les arbres, et elle a souffert de BD parce qu'elle avait un comportement assez particulier. Les mâles, en fait, gardent les têtards autour d'eux dans l'eau et leur autorisent à manger un peu de peau pour se nourrir. Et donc, ils ont mangé des pathogènes. Et la dernière disparue, c'est la dendrobate, qui est ici, en 2020. Donc, qu'en est-il en France? Nous aussi, nos amphibiens disparaissent.
et en particulier le crapaud accoucheur, qui est une des espèces préférées où le mâle en fait garde en chapelet les œufs derrière jusqu'à ce qu'ils éclosent. Le taux d'infection en 2003, c'était 10%, en 2011, 100% infectés. Et donc le taux de mortalité, c'était jusqu'à 95% dans certains lacs. Le problème, c'est que ce qu'on ne comprend pas, c'est que quand un animal disparaît, c'est tout un écosystème qui est perturbé. Ce qu'on a vu, c'est que quand les grenouilles ont disparu au Costa Rica et au Panama, on a eu une recrudescence du paludisme. Pourquoi? Parce que les grenouilles mangeaient les moustiques. Et elles ne les mangent plus. Et donc, heureusement pour nous, les grenouilles ont su un peu se défendre parce qu'elles ont du mucus qui est rempli d'anticorps et d'enzymes, et celui-ci évolue avec le temps, il s'adapte. Elles ont un microbiote cutané, des bactéries qui sont là aussi, parce que finalement, BD pour les bactéries, c'est pas top, c'est de la compétition. Donc, elles ont changé leur microbiote. Elles ont accéléré le taux de mue pour se débarrasser du champignon. On a remarqué que si elles ont des expositions répétées, ça fait comme une vaccination. Donc en fait, elles se vaccinent et surtout, elles apprennent. Si elles ont déjà eu BD, elles apprennent à éviter les zones infectées. Et elles ont trouvé que si elles se mettaient au soleil, ça permettait en fait de venir à bout du parasite, puisque je vous ai dit, les champignons sont mésophiles. Et donc elles se mettent au soleil et comme ça, elles augmentent la température. Et du coup, il y a des chercheurs qui ont créé, pour de vrai, des saunas pour grenouilles qu'ils ont mis un petit peu partout en Australie pour protéger les grenouilles. Donc là, on était sur un petit côté optimiste. Vous voyez, on commence à en sortir un petit peu de cet apocalypse. Et là, un nouveau champignon, un nouveau chytride, le frère maudit de BD, Byssal. Et Byssal, il s'attaque aux amphibiens, mais en particulier aux salamandres. Il s'appelle Batrachochytrium salamandivorans, compliqué, donc surnommé Byssal, qui bien sûr lui aussi est d'origine d'Asie. Alors les symptômes, c'est un petit peu pareil que les grenouilles, sauf que en fait ce champignon, il a innové par rapport à BD, c'est qu'il fait aussi les zoospores flagellés, comme BD, mais il fait aussi la spore de repos, qui est comme une mine qui flotte à la surface de l'eau et qui peut tenir 1 mois comme ça. Et donc, ça reste dans l'eau pendant très longtemps. Et donc, les symptômes sont beaucoup plus forts en fait que BD. C'est des lésions cutanées très graves. Donc, on a vraiment des blessures, des érosions de la peau, des ulcères profonds, des pigmentations, des squamations importantes, léthargie, perte aussi des réflexes de fuite, diminution de l'appétit, position anormale, membres rigides et forte mortalité. En fait, après quelques semaines, les salamandres meurent de septicémie, la plupart du temps d'une infection en fait, liée aux blessures. Et donc, où est Byssal à l'heure actuelle? Vous voyez, c'est les zones en vert, où là, on a été, les zones en rouge, pardon, qui ont été testées positives. Et donc, vous voyez, pour l'instant, c'est qu'aux Pays-Bas. Donc, il est arrivé d'Asie aux Pays-Bas. Mais vous voyez que, par contre, ça, c'est dans les populations sauvages. Si on regarde les populations en captivité, on le retrouve en Espagne, on le retrouve en Angleterre, en Allemagne. Alors pourquoi je vous parle des populations en captivité? Parce que c'est celles-ci qui sont souvent porteurs du champignon. Et je peux vous jurer que les USA, ils ont un peu les miquettes en ce moment. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont 140 espèces de salamandres qui sont à risque. Les chercheurs ont établi ça en les testant. Et du coup, juste pour vous donner le marché, vous savez, des animaux de compagnie, des salamandres de compagnie, aux USA, entre 2004 et 2014, les Américains ont importé 2,5 millions de salamandres. 59 espèces différentes, 20 pays d'origine. Alors là, du coup, ils ont eu peur. Quand Byssal est arrivé, ils ont tout arrêté. Donc ça, c'est bien, ils ont tout bloqué, sauf les grenouilles. Et là, ils se sont aperçus qu'en fait, les grenouilles, toujours les mêmes, étaient porteurs de Byssal asymptomatiques et donc pouvaient très bien transmettre en fait, ce champignon aux salamandres. Donc pour l'instant, ce n'est pas est-ce qu'il va arriver, c'est plutôt quand il va arriver aux USA. Donc nous allons continuer à remonter notre arbre évolutif et nous arrivons aux Zygomycota, qui est un ancien nom, on n'utilise plus ce nom actuellement, qui ont émergé il y a 700 millions d'années. Et là, c'est grosse innovation chez les champignons, sortie de l'eau, perte du flagelle, les spores n'ont plus de flagelle, elles sont disséminées par le vent, et la formation des vrais mycéliums. Et là, je voulais vous parler d'un en particulier. Donc, c'est dans un groupe qu'on appelle les entomophthorales, ça veut dire destructeurs d'insectes. Et ça porte bien son nom, vous allez voir. Je voulais parler de la cigale. Donc ça, c'est des cigales périodiques. Je ne sais pas si vous connaissez, on n'en a pas en France, il y en a beaucoup aux États-Unis. C'est des cigales qui émergent tous les 13 à 17 ans, selon l'espèce. Et donc, par exemple, en 2025, c'est la couvée 14 qui a émergé. Ça représente à peu près 250 millions de cigales au kilomètre carré. Donc, elles émergent toutes en même temps.
Et donc, pourquoi elles émergent que tous les 13-17 ans? Eh bien, parce que le développement larvaire de la cigale se fait dans le sol. Et donc, elle se fait sous forme de nymphes qui muent et qui vivent dans le sol pendant 13 à 17 ans. Et sauf que quand la nymphe sort pour enfin émerger et devenir un adulte, avec une très courte vie, hein, l'adulte vit à peine quelques mois, il va attraper des spores d'un champignon qui s'appelle Massospora cicadina, que vous voyez ici, une petite spore de repos. C'est assez important. Notez bien, spore de repos. Donc, elle attrape une spore, le champignon germe, rentre à l'intérieur de la cigale et il reste tranquille au début. Il attend la métamorphose. Quand la cigale se métamorphose en adulte, donc vous voyez, c'est ici, hop, là, le champignon, il va commencer à se diriger vers l'abdomen de la cigale et on va pouvoir le noter ici par un gonflement de l'abdomen. L'abdomen gonfle, en fait, la carapace commence à craquer. Le champignon, qu'est-ce qu'il fait là? Il mange les parties génitales de la cigale. Mais que les parties génitales. Juste l'arrière. Et au bout d'un moment, la carapace craque et on voit ça, une espèce de coton dufteux qui a remplacé les parties génitales de la cigale et qui, elle, produit pas des spores de repos, mais ce qu'on appelle des conidies. C'est un autre type de spore. Petites conidies comme ça, toutes petites. Et vous ne les voyez pas, en fait, ici, c'est un amas de conidies. Et donc, en fait, la cigale, elle va transmettre ces conidies lors de l'accouplement. C'est comme une maladie sexuellement transmissible, en fait. Donc, vous voyez ici, vous avez 2 cigales. Alors, les autres cigales n'ont pas l'air de les déranger, que leur partenaire sexuel lui manque la moitié du derrière. Ça ne les dérange pas. Et en réalité, ça ne freine pas non plus celle qui lui manque un derrière, parce qu'elle devient, elle, à l'inverse, hyper sexuelle. C'est complètement l'inverse. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, quand normalement un mâle rencontre une femelle, le mâle chante. Et la femelle, quand elle est contente, elle fait un espèce de cri-cri avec ses ailes, là, comme un applaudissement. Oui, oui, d'accord. Ça veut dire oui, on peut se reproduire. Et donc, à ce moment-là, le mâle lui transmet des conidies. Ou la femelle, si c'est la femelle qui est infectée. Si maintenant un mâle infecté rencontre pas une femelle, mais un autre mâle, donc dans notre mâle infecté, il rencontre un mâle. Là, normalement, il ne devrait rien faire. Eh bien non, qu'est-ce qu'il fait? Il se comporte comme une femelle. Il fait le cri-cri d'applaudissement en face du mâle. Du coup, l'autre mâle, il fait « c'est une femelle, en fait ». Et il commence à se reproduire avec elle. Alors, c'est 2 mâles. Et donc, voilà, ce que fait le champignon, c'est de manipuler le comportement de la cigale pour que le mâle se comporte comme une femelle. Et comment il fait ça? Il sécrète des amphétamines et des psychédéliques. En bref, elle est en plein trip, la cigale. Et alors, qu'est-ce que font ces 2 molécules? La cigale a plus faim, elle ne fait que s'accoupler. Elle devient insensible à la douleur, c'est tant mieux pour elle parce qu'il lui manque quand même la moitié du derrière. Elle devient hyperactive et hypersexuelle. Alors, ce qui est rigolo, c'est que la femelle, c'est pareil. Parce que la femelle, normalement, quand elle s'accouple avec une cigale mâle, elle va pondre des œufs et elle arrête de s'accoupler. Mais si elle ne peut pas, parce qu'il lui manque le derrière, elle ne peut pas pondre des œufs. Donc pour elle, elle n'est jamais satisfaite. Et donc elle cherche à s'accoupler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle n'y arrivera jamais vu qu'elle n'a plus de derrière. Et donc comme ça, elle va transmettre les spores. Et donc maintenant, les cigales qui ont attrapé des conidies lors de l'accouplement. Là, le champignon, il change complètement de stratégie. Quand il a contaminé de manière secondaire une autre cigale, là, il mange tout l'abdomen, entièrement. Et là, il produit des spores de repos. Très important, des spores de repos. Et là, elles sont un petit peu marron et un peu friables. Et là, en fait, il les éjecte de façon massive. Alors là, on n'est plus du tout transmise par accouplement. La cigale, elle s'envole et elle jette comme un canadair 1 million de spores sur le sol. Et ces spores seront là, 17 ans plus tard, pour infecter nos chères nymphes qui vont sortir du sol. Et le cycle est bouclé. Alors la pauvre cigale qui s'est fait manger le derrière, en fait, elle survit pendant un petit moment jusqu'à la fin, voilà, où je finis pas. Mais elle peut tenir assez longtemps sans son abdomen. Donc ça, c'était les entomophthorales. Dans le livre, je vous raconte d'autres histoires, le choléra des mouches, tout ça. Mais je vous épargne. On va monter à la grande famille des champignons que vous connaissez, qui sont les Basidiomycota et les Ascomycota. Alors eux, ils ont émergé il y a 500 millions d'années. Et c'est 95% des champignons. Les Ascomycota, à eux seuls, regroupent 90% de tous les champignons parasites qui existent. Donc, c'est
les vilains un petit peu de l'histoire. Et donc là, je vais vous présenter quelques petites histoires de ces champignons parasites. La première, c'est le champignon Cryphonectria parasitica, qui est le chancre de l'écorce du châtaignier, qui a carrément éradiqué le châtaignier aux États-Unis. Alors, les châtaigniers américains, c'était des grands arbres qui étaient présents depuis 85 millions d'années. Ils faisaient à peu près 37 mètres de haut. C'était un immeuble de 12 étages. Et ils étaient utilisés pour plein de choses, pour faire des meubles, des traverses de chemin de fer, des poteaux électriques, etc. Et c'était un arbre sur 4 aux États-Unis. Ça couvrait la superficie d'1,5 fois la France, à peu près, les forêts de châtaigniers. Et en 1904, à New York, on repère un champignon malade dans le parc zoologique. Un an plus tard, tous les châtaigniers du parc sont malades, 1400 arbres. En 1940, 4 milliards d'arbres sont malades et sont touchés, c'est-à-dire tous les châtaigniers aux États-Unis. Alors, comment le champignon est arrivé? Et par un geste encore un petit peu stupide, c'est qu'entre 1876 et 1900, les pépiniéristes ils se sont dit bah, il est sympa le châtaignier japonais, on pourrait le faire venir, il a l'air joli, il fait des plus grosses châtaignes. Donc ils ont fait venir le châtaignier japonais, qui lui est venu avec son petit colocataire, Cryphonectria, avec qui il vivait à peu près en harmonie. Enfin, ils se battaient un petit peu, mais le châtaignier arrivait à résister. Et donc ce parasite, qu'est-ce qu'il fait? Il entre par les blessures de l'arbre, il se reproduit à l'intérieur, il va jusqu'en fait qu'on appelle le cambium, le tissu vraiment frais de l'arbre. Il bouche un petit peu les réseaux de sève. En fait, l'arbre, il se fait étouffer petit à petit. Ça forme en fait ces chancres. Et ici, ce que vous voyez, c'est les fructifications du champignon, hein, les usines à spores hein, qui percent l'écorce et qui disséminent les spores partout. Et donc le châtaignier, en fait, n'a pas du tout survécu à ce champignon. Tout ce qu'on trouve aux États-Unis, c'est des vieux châtaigniers morts. Et alors, ce qui est bizarre, par contre, c'est que le châtaignier américain, c'est un peu le phénix. Il est capable de régénérer par les racines et de faire des nouveaux châtaigniers. Et donc, à l'heure actuelle, aux USA, il y a 400 millions de petits châtaigniers tout petits qui essayent de pousser, mais à chaque fois qu'ils poussent un peu trop, il y a le champignon qui arrive et qui les détruit. Et pendant que le champignon, en fait, qu'est-ce qu'il fait en attendant que le châtaignier grandisse? Il se casse dans un chêne, qui ne l'embête pas trop d'ailleurs. Il vit dans un chêne librement. Mais dès qu'il voit qu'un châtaignier est devenu assez grand, pouc! Et donc, en fait, les Américains sont condamnés à avoir des châtaigniers adolescents, tout petits. Ils ne pourront jamais avoir des gros châtaigniers. Donc ça, c'est la première disparition. Deuxième disparition, c'est la banane. Vous ne savez peut-être pas, mais la banane a disparu. En fait, ce n'est pas la banane que vous mangez, c'est que la banane que vos grands-parents mangeaient en 1960. Elle s'appelait la Gros Michel. Alors peut-être certains d'entre vous ont connu la Gros Michel, puisque la production s'est arrêtée en 1960. Il existe en réalité 1000 variétés de bananes, mais on en cultive une, la Gros Michel, pour les bananes sucrées. À l'époque, entre 1879 et 1960, c'était la seule banane qui était exportée et mangée partout par l'entreprise Chiquita. Sauf qu'il y a eu la première banane apocalypse entre 1903 et 1961. C'est le champignon Fusarium oxysporum TR1. C'est comme des voitures de course. Hein, qui, lui, en fait, il rentre donc dans le bananier. Il fait toujours ce qu'il fait, les champignons. Il rentre dans le bananier, il empêche la sève de circuler. Et lui, en plus, il produit des spores qui peuvent tenir 40 ans dans le sol. Donc, en fait, ça détruit le bananier. Le bananier peut aller... les feuilles qui flétrissent, etc. Alors le problème, c'est comment ça se fait que le bananier n'a pas pu survivre? C'est notre façon de cultiver le bananier qui était le problème. Parce que dans les bananeraies, ce qu'on fait du clonage. En fait, quand un bananier, je ne sais pas si vous savez, ce n'est pas un arbre, hein, c'est une herbe. Et donc cette herbe, elle est annuelle. Et en fait, avec les rhizomes, ça peut redonner un autre bananier la saison d'après. Et donc c'est un clone. C'est un clone de bananier. Donc toutes les bananes sont des clones, du même clone de bananier. Et on le sait pourquoi, parce que dans une banane sauvage, il y a des graines. Dans vos bananes, il n'y a pas de graines. C'est parce qu'elles sont complètement asexuées, vos bananes. Elles sont stériles. Donc vous mangez des bananes stériles qui sont des clones. Donc toutes les bananes qu'on mange à Rennes, à Toulouse, sont exactement les mêmes. Et donc ces bananes, elles étaient cultivées en particulier en Équateur, qui est le premier producteur mondial de bananes. Et ces bananeraies, c'est de la monoculture, donc la superficie, c'est l'équivalent du Royaume-Uni. Donc vous imaginez des clones de bananiers comme ça, alignés. Et donc quand le champignon est arrivé, il a fait youhou!
Parce qu'en fait, lui, il avait à s'adapter à un bananier, puisque tous les autres, c'est les mêmes. Donc il n'y avait pas vraiment d'adaptation, etc., de diversité. Parce qu'en fait, la diversité, c'est la sécurité dans une plantation. Donc si vous mettez plein de plantes différentes, etc., il va y avoir du brassage génétique, et on va pouvoir en fait se débrouiller. Mais quand vous clonez, on n'évolue pas. Et donc, le champignon, il a fait ce qu'il sait faire d'habitude. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? L'unique solution, on s'est dit, on va chercher une banane qui résiste aux champignons. Et donc, c'est là qu'est arrivée la banane que vous mangez maintenant, qui s'appelle la Cavendish, qui représente 99% des bananes qui sont exportées. Et alors, pour une fois, nos grands-parents avaient raison. La Gros Michel est bien meilleure que la Cavendish. Parce que bien sûr, la Gros Michel n'a pas disparu de la surface de la planète. Elle a disparu de la culture, en grand. Elle est encore dans certains pays, on peut encore manger de la Gros Michel, et elle est bien meilleure que la Cavendish. Donc la Cavendish, qu'est-ce qu'on a fait? On a refait exactement la même chose. On a élevé des clones. Donc on en produit 100 milliards par an, parce que c'est le fruit le plus consommé. Dans le hit parade du fruit, la banane, c'est top one. Ça représente c'est vraiment quand même 50 milliards de dollars par an, les bananes. C'est aussi le fruit le moins cher. C'est pour ça que les gens le mangent beaucoup. Alors mais du coup, on avait la Cavendish, tout le monde était sauvé, mais le champignon, lui, s'est dit, moi, je vais muter. Et donc là, on a eu Fusarium oxysporum TR4. Donc c'est vraiment une note. Et donc lui, il a émergé en Asie du Sud-Est, ici en 1989, puis il a été en Australie, puis après il est allé en Asie, puis il s'est baladé en Afrique, etc. Et en 2019, il est arrivé en Amérique du Sud, mais cette carte n'est pas à jour. Je peux vous dire qu'en 2021, il était au Pérou, en 2023, il était au Venezuela, et en 2024, il était aux portes de l'Équateur, le premier exportateur mondial de bananes. Donc c'est pas... Est-ce que si la banane disparaîtra, mais quand elle va disparaître? Parce qu'on est en train de vivre actuellement une deuxième banane apocalypse. Mais les champignons ne s'attaquent pas qu'aux fruits le plus vendu au monde, ils s'attaquent aussi aux céréales les plus mangées dans le monde, le blé et le maïs. Commençons par le blé. Tout le monde connaît peut-être la rouille du blé, qui est le champignon à l'origine de la rouille du blé, c'est Puccinia graminis. Et ça nous coûte 1 milliard de dollars par an. Et donc, les symptômes que vous voyez ici visibles, ce sont des pustules rouges, comme ça casse le rendement de blé. Et les gens, au début, se disaient, mais d'où il vient ce champignon? Ils ne savaient pas du tout, ils n'arrivaient pas à comprendre ce champignon. Ils l'observaient, ils n'arrivaient pas à comprendre. En 1658, les paysans remarquent que chaque fois qu'ils utilisent l'arbuste, l'épine vinette, comme clôture pour leur champ de blé, ils ont de la rouille. Et là, ils se disent, c'est le diable, cette plante. Et donc, ils disent, il faut absolument éradiquer l'épine vinette. Mais l'épine vinette, elle servait beaucoup aux pharmaciens. Ils ont dit, non, mais ils sont fous, les paysans, c'est pas le diable. Et pourtant, en 1860, on ne prouve pas que c'était le diable, mais qu'il y avait en effet une coïncidence, que ce n'était pas par hasard qu'il y avait l'épine vinette d'un côté et la rouille du blé de l'autre. Parce qu'en fait, Puccinia graminis est le champignon le plus compliqué du monde. Moi, je le sais parce que j'ai essayé de l'étudier plein de fois, le cycle de Puccinia graminis. Vous voyez la complexité du cycle. On l'apprend en première année à l'université. Donc, il est hyper compliqué. Déjà, alors, il a 2 hôtes, donc le blé et l'épine vinette, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et il utilise 5 spores différentes. Avec la cigale, on est à 2. Là, on est à 5. Donc, c'est très, très compliqué. Mais, une fois qu'on avait compris le cycle, on s'est dit, en effet, l'épine vinette, elle sert aux champignons au cours du cycle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éradiquer l'épine vinette. Et on a arraché l'épine vinette en France. En 1912, il y a eu une loi qui a été lancée, on arrache toutes les épines vinettes. Et en 1951, carrément un décret qui a dit, on n'a plus le droit de planter de l'épine vinette près des champs de blé. Et ça a marché. La rouille a diminué. Donc les Américains, ils se sont dit, nous, on va faire pareil. On va arracher l'épine vinette. En 1916, ils lancent un programme aux USA pour arracher l'épine vinette. Mais ils ne le font pas comme nous, les Américains. Alors, je vais vous lire ce petit texte, parce que quand même, c'est symptomatique de ce qui se passe aussi aujourd'hui. Le petit texte dit, dans les mots, « Si vous voyez un anarchiste, une torche ardente à la main, se faufiler dans l'herbe jusqu'à votre champ de blé mûr, dans l'intention de le mettre à feu, que feriez-vous ? Si vous voyez plusieurs de ses complices se glisser vers votre grenier avec de l'huile et des allumettes, que feriez-vous ? Si vous voyez une foule d'anarchistes aux yeux fous courir à l'aveuglette, brandissant des torches et animés d'intentions destructrices, que feriez-vous ? Vous abattriez le premier ?
Vous abattriez autant que possible les membres du petit groupe et vous appelleriez à l'aide pour exterminer toute la clique. L'épine-vinette commune est un buisson anarchiste pris sur le fait. Elle a derrière elle une longue carrière de crime. Elle a devant elle une carrière de crime plus longue et plus terrible si nous ne l'arrêtons pas. C'est quand même fou. Et après, ils ont quand même écrit sur un tract « L'épine-vinette est pro-allemande. Il est absolument déloyal de laisser vivre l'épine-vinette commune. Elle doit être traitée comme un dangereux ressortissant ennemi. » On parle d'un arbuste. Alors, le truc va bien plus loin que ça. Les enfants recevaient des médailles s'ils dénonçaient leurs voisins qui n'avaient pas arraché leur arbuste d'épine-vinette. Résultat des courses, ils ont arraché 500 millions d'arbustes. Tout ça pour se rendre compte qu'ils n'avaient pas bien étudié le cycle de Puccinia. Je vous explique, on est obligé de rentrer dans le cycle, je suis désolée. Puccinia, il est dans le blé l'été. Et là, il fait ce qu'on appelle de la reproduction asexuée. Il n'arrête pas de s'auto-infecter. Comme ça, il auto-infecte le blé pendant toute la période de l'été. Quand arrive l'hiver, oh, il n'aime pas du tout. La petite spore, là, qui s'appelle Urédiospore, elle ne résiste pas bien à l'hiver. Donc là, le champignon, il fabrique une téliospore. Et là, ça survit à l'hiver. Ils sont balancés. Et là, au printemps, cette téliospore, hop, elle va aller sur l'épine-vinette. Et arrivé au printemps, on repart sur le blé, on repart pour plein de tours. Et hop, automne. Ça, c'est comment ça que fonctionne l'épine-vinette. Pour passer l'hiver, en fait, elle passe par l'épine-vinette. C'est juste pour passer l'hiver. Mais les Américains, ils ne cultivent pas le blé comme nous. Ils ont plusieurs climats. Donc l'été, au sud, ils plantent l'épine-vinette à l'automne. Sauf que, pardon, pas l'épine-vinette, le blé. Ils plantent le blé à l'automne. Et là, le parasite, donc bon voilà, il se reproduit, il s'auto-infecte. Puis là, il y a l'hiver, mais comme il fait chaud, bah, ça reste. Hein, il n'y a pas besoin de se rentrer dans l'épine-vinette. Et au printemps, on ramasse le blé. Mais les spores, elles sont disséminées par le vent. Et elles passent au nord. Ah, et au nord, on plante le blé au printemps. Et là, on les cultive à l'automne. Donc là, le blé s'auto-infecte. Et à l'automne, avec le vent, il est ramené au sud. Donc en fait, d'un cycle très compliqué comme ça, à cause du climat et de la façon dont on cultive le blé aux États-Unis, ils ont fini par faire un cycle qui était très très simple. Je vais du blé au blé, du blé au blé, du blé au blé. J'aurais préféré apprendre celui-là à l'école. Donc des fois, il faut réfléchir avant d'agir. Alors, une catastrophe, parfois pour un, ne l'est pas forcément pour l'autre. On va parler de la céréale la plus produite au monde, qui est le maïs, et elle aussi, elle a son parasite. C'est Ustilago maïdis, ce qui s'appelle le charbon du maïs. C'est ces trucs, ces boursouflures que vous voyez là. C'est 1 milliard de dollars par an, le coût, pour les Américains. Bien préciser, les Américains. Donc en fait, ici, vous avez 2 épis de maïs, et vous avez ce que vous voyez, les grosses tumeurs ou galles, on appelle ça. C'est aussi des grains, mais ça, ils ont eu un champignon. Et le champignon, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il fait d'habitude, il a produit plein de spores. Et il y a 6 milliards de spores au centimètre cube, toutes noires comme ça. Donc c'est des grains en fait qui sont complètement difformes. Et ces grains, au Mexique, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Il est considéré comme un mets raffiné. Ce maïs que les Américains appellent dégénéré, là-bas ils l'appellent le caviar aztèque ou le huilacoche, qui se vend à 20 € le kilo. Il est dans plein de restaurants gastronomiques. Et les Mexicains, ils vont jusqu'à injecter le champignon dans leur culture de maïs. Donc eux, ils sont de l'autre côté de la frontière des Américains qui essayent de lutter contre l'Ustilago. Et eux, ils injectent. Alors parce qu'il paraît que c'est très bon. Moi, je n'ai pas encore goûté, mais je suis très curieuse depuis que j'ai écrit ce chapitre. Et c'est plein d'antioxydants, c'est plein de vitamines, c'est riche en fibres, en lysine, en oméga 3, etc. Donc il paraît que c'est très très bon. Donc ce qu'on considère parfois comme une maladie peut être pour certains une ressource précieuse. En fait, ça dépend le regard qu'on porte sur la nature. Mais attention, tous les champignons ne sont pas bons à manger quand ils parasitent une céréale. Et nous allons parler de ce champignon qui a quand même bouleversé l'histoire médiévale, qui s'appelle Claviceps purpurea, qui a fait des millions de morts. Alors, comment le champignon, vous voyez, c'est cette petite saucisse brune, là, que vous voyez ici. Elle parasite un grain de seigle. Donc ça, c'est du seigle. Ça ressemble un peu au blé, mais c'est du seigle. Et donc, cette petite corne, là, qu'on appelle un ergot, parce que ça rappelle l'ergot du coq, elle est à l'origine d'une maladie qui s'appelle l'ergotisme.
qui est liée en fait à une intoxication alimentaire lorsqu'on mange du pain de seigle qui est fait avec du seigle contaminé. Et cette maladie, elle a 2 formes différentes. La première, c'est la forme gangréneuse. Ouais. Donc c'était surtout au Moyen-Âge, je vous rassure, parce que maintenant on a su un petit peu comment s'en débarrasser. Et à l'époque, les gens ne faisaient pas le rapprochement entre manger du pain de seigle et perdre un pied. Donc en fait, parce que c'est pas tout de suite que ça arrive, vous voyez. Donc d'abord, en fait, le membre d'abord, ça fait très chaud, ça fait comme un feu. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça le feu de Saint-Antoine. Ça s'appelait aussi le mal des ardents. Et donc en fait, d'abord, vos doigts brûlent. Ensuite, ils refroidissent. Après, vous ne sentez plus rien. Et puis après, ils tombent. C'est la nécrose. Ça peut prendre plusieurs semaines. Alors souvent, c'était les doigts, les orteils et le nez qui tombaient. Et ça pouvait monter un petit peu plus haut. Et donc, en fait, il y a eu plein de gens qui sont morts de cette maladie. Et on avait même créé un ordre de Saint-Antoine, l'ordre des Antonins. Ça s'appelait l'ordre des Antonins, qui protégeait les gens qui étaient amputés, qui les recueillaient dans des églises. Donc ça, c'est la première forme, c'est la forme gangréneuse de l'ergotisme. Alors, la deuxième forme, c'est la forme convulsive, parce qu'en fait, ça dépend du seigle et ça dépend de la quantité que vous mangez. Et là, donc, la forme convulsive, ça crée des hallucinations, des spasmes, des convulsions, des psychoses. Et c'est à l'origine de beaucoup de procès qu'ils ont eu pour sorcellerie. En fait, les jeunes filles qui avaient mangé de l'ergot de seigle avaient donc des hallucinations et elles étaient traitées comme des sorcières. Et on pense que le procès de Salem est en réalité une conséquence de l'ergotisme. Et alors, la forme convulsive, on l'a vu beaucoup plus récemment, en 1951. C'est l'affaire qui s'appelait le pain du délire de Pont de Saint-Esprit dans le Gard. Le boulanger a oublié de préciser que le seigle était un petit peu contaminé. Et il y a 250 personnes qui ont été atteintes d'hallucinations, mais pas du tout chouettes les hallucinations. Ils n'ont pas vu des éléphants roses, etc. Ils voyaient des gens qui les poursuivaient, etc. Il y en a plein qui se sont défenestrés. Il y en a un qui s'est jeté dans le Rhône. Il y a 23 personnes qui sont restées des mois à l'hôpital psychiatrique parce qu'ils avaient des hallucinations. Et il y a 5 personnes quand même qui ont perdu la vie suite à cet épisode d'ergotisme. Alors je vous rassure, maintenant, il n'y a pratiquement plus d'épisodes d'ergotisme. C'est vraiment très rare parce qu'on surveille quand même les graines de seigle. Mais à toute une histoire, il y a toujours un pile et une face. Les scientifiques se sont intéressés plus précisément aux substances en fait, que produisait l'ergot. Et ils ont trouvé qu'il produisait des alcaloïdes. Alors, pourquoi il produit des alcaloïdes? À la base, c'est pour éloigner les herbivores. Il n'a pas envie de se faire manger par une chèvre ou par un humain, d'ailleurs. D'ailleurs, ça marche très bien, on l'a vu. Et donc, ils ont identifié trois alcaloïdes qui sont très importants pour nous maintenant. Le premier, c'est l'ergotamine, qui traite les migraines, parce que ça a un effet vasoconstricteur. C'est ce qui faisait qu'on perdait les pieds et les bras. Mais en fait, si on le met à dose tout doux, ça permet de soigner des migraines. Ensuite, il y a eu l'ergométrine qui permet de contrôler les hémorragies post-partum. Donc ça, très important. Ça, c'est une des premières molécules qui a été découverte. Et ensuite, vous avez l'acide lysergique, aussi connu sous le nom de LSD, qui traite actuellement, dans des doses très faibles, des problèmes de démence liés à la maladie d'Alzheimer, par exemple. Donc il nous a quand même donné 3 médicaments. Donc finalement, bon, il y a un certain équilibre. Alors il faut savoir qu'on n'est pas les seuls à être victimes des champignons dans nos cultures. Et comme je suis myrmécologue, je vais parler de fourmis. Alors les fourmis coupeuses de feuilles en particulier, elles ramassent des feuilles toute la journée. Au début, les gens ils pensaient qu'elles les mangeaient. Mais non, les fourmis, c'est comme nous, c'est pas herbivore. Et en fait, elles nourrissent dans leur colonie un champignon qui s'appelle Leucoagaricus gongylophorus. Et ce champignon, en fait, il occupe plus de 800 chambres dans leur nid. Donc ça, c'est un nid de fourmis coupeuses de feuilles, c'est immense. Hein. C'est le volume d'un appartement T4 à peu près. Donc il y a 800 chambres à champignons. Et elles vont couper les petits morceaux de feuilles et elles vont en faire un terreau avec leurs excréments et elles vont faire pousser ce champignon. Et en échange, le champignon, il produit des petites structures nutritives qu'elles mangent. Donc en fait, elles élèvent du champignon, elles font de l'agriculture. Jusque-là, tout va bien. Mais elles aussi, elles souffrent d'un parasite de leurs propres champignons, parce que les champignons ne font pas... ils infectent aussi d'autres champignons, et c'est le cas du champignon qui s'appelle Escovopsis, qui attaque les champignons des fourmis. Et là, le problème, c'est que la fourmi, elle dépend entièrement de son champignon. Si elle perd le champignon, la colonie, elle est finie.
Alors, comment est-ce qu'Ovopsis arrive à rentrer dans les nids de fourmis? Parce que les fourmis, en fait, elles ramassent ces spores quand elles vont se balader dans la nature pour chercher les feuilles. Vous pouvez voir les spores ici qui sont en grossissement sur les petites griffes des fourmis. Donc, c'est elles-mêmes qui ramènent le parasite. Et pourtant, elles font attention, elles sont très hygiéniques, les fourmis. Et alors, du coup, la fourmi, elles essayent de lutter contre ce champignon. Alors, la première chose qu'elles font, c'est d'essayer de retirer les spores du champignon avec leurs mandibules, comme un peigne. Elles prennent comme ça, elles nettoient leurs champignons. Elles amputent toutes les zones infectées, elles les jettent. Elles mettent en quarantaine toutes les fourmis qui ont été en contact avec le parasite. Donc, les pauvres fourmis, elles sont mises dans une autre chambre très loin. Elles surveillent les feuilles qui rentrent pour voir s'il n'y a pas de spores. Et elles ont des sécrétions thoraciques qui permettent aussi certains antimicrobiens. Mais là où elles ont innové, c'est qu'elles se sont dit, on va s'associer avec un autre partenaire, des bactéries. Les fourmis ont comme partenaire plus de 17 espèces de bactéries, dont une qui s'appelle Pseudonocardia, que vous voyez ici. Vous voyez en zoom, les petites taches blanches qu'elles ont là, ce sont des colonies de bactéries. Et ces bactéries, elles produisent un antifongique qui est efficace contre le parasite, mais qui ne tue pas leur culture de champignons, par contre. Donc elles arrivent à, comme ça, utiliser un antifongique qui va vraiment cibler que Escovopsis et laisser leur culture de champignons indemne. Et donc ainsi, elles ont pu, elles, lutter. Alors peut-être on pourrait s'inspirer aussi de ce que font les fourmis, c'est du biocontrôle, ce qu'elles font. Mais les fourmis ne sont pas immunes elles-mêmes des champignons. Et ça, c'est celui que vous avez tous entendu parler. C'est Ophiocordyceps unilateralis qui parasite une camponote, une fourmi charpentière. Et vous voyez la tige là qui sort derrière la tête de la fourmi. Donc ça, c'est Ophiocordyceps tel qu'il est en vrai. Et ça, c'est Ophiocordyceps tel qu'il est dépeint dans Last of Us. Donc ça ne ressemble pas du tout. Hein. Ça ne ressemble pas du tout à ça. On est d'accord, ils auraient dû faire une tige qui sort comme ça. Donc parlons un petit peu de ce champignon. Alors ce champignon, il infecte les fourmis. Il rentre à l'intérieur et au début, la fourmi, elle n'y voit que du feu. Et nous non plus, hein, scientifiques, on ne voit rien. Elle se comporte normalement. Puis au bout d'un moment, elle commence à arrêter de récolter. Et puis finalement, elle recommence, mais elle ne récolte plus du tout. Elle sort du nid, elle est hyper active, elle court partout. Et puis au bout d'un moment, elle a les antennes qui se fixent comme ça, en forme de L, et elle est plus capable de communiquer un petit peu. Et puis elle s'éloigne beaucoup des autres, ce qui n'est pas souvent le comportement d'une fourmi. Et là, elle va commencer à monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre de tiges à proximité des pistes de récolte de fourmis. Et elle reste toujours très loin des autres parce que les fourmis, elles sont malines, elles peuvent détecter les fourmis infectées et les sacrifier. Donc elle reste pas loin, mais quand même toujours à distance. Et elles montent et descendent. Et au bout d'un moment, elles vont mordre une brindille juste au-dessus de la piste de récolte. Et là, il va y avoir la tige du champignon qui va sortir. Il va former ce petit coussinet rose qui va disperser des spores sur les fourmis qui sont juste en dessous. Et comme ça, le cycle reprend. Et donc, si on regarde à l'intérieur de la fourmi, on voit que le champignon, il n'attaque pas le cerveau. En réalité, il attaque les muscles mandibulaires et les muscles de la fourmi. Donc ici, ce que vous voyez, ce sont là, ici, je ne sais pas si vous voyez, ici, ce sont des coupes de muscles et autour, là, les petites boules, ce sont le champignon en fait en coupe. Donc si on regarde, en fait, si on fait un scan du cerveau de la fourmi, on voit que tous les champignons est partout déjà, tout autour des fibres musculaires de la fourmi. Et vous allez le voir après en 3D. Vous voyez ici, les fibres musculaires, ça c'est la fibre musculaire. Et si on rajoute le champignon tel qu'on l'a vu dans le scan, il occupe en fait vraiment tout le tour des fibres et il contrôle en fait les fibres musculaires de la fourmi. Et c'est lui qui va faire qu'elle va mordre et qu'elle va plus pouvoir lâcher la brindille. Et une fois qu'elle est comme ça immobile, lui il germe à l'intérieur et c'est comme ça après qu'il sort. Donc finalement on est quand même bien loin de Last of Us, hein. C'est pas tout à fait ça ce qui se passe. Et surtout, la fourmi et Ophiocordyceps, ils ont coévolué ensemble pendant 45 millions d'années. C'est pas comme du jour au lendemain où le parasite a dit « Ah, je sais super bien contrôler une fourmi ». Non, ça lui a pris 45 millions d'années. Donc imaginez le saut sur l'humain, c'est franchement improbable, parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué, le système immunitaire est plus compliqué, le système nerveux est plus compliqué, donc clairement, je vous rassure, ça n'arrivera pas. Alors, il y a un autre. Alors, ces champignons qui zombifient les insectes, ça semble assez anodin, ça ne nous touche pas beaucoup. Et pourtant, il y en a un zombificateur qui a complètement révolutionné l'économie du Tibet. Et c'est Ophiocordyceps sinensis. Juste la vente de ces champignons, ça représente 10 milliards d'euros. C'est 8,5% du PIB au Tibet
qui est apporté juste par ce champignon. Alors ce champignon, il parasite une chenille de papillon. Et donc en fait, elles attrapent ce parasite dans le sol. Et ensuite, le parasite, il va manipuler la chenille pour qu'elle monte comme ça. Parce que ce n'est pas elle qui veut, hein, c'est le champignon qui veut. Les champignons, ils dirigent toujours les insectes pour aller exactement là où ils ont envie de pousser. Et donc la chenille se met comme ça, comme une fusée. Et là, le champignon va sortir de la tête de la chenille et former cette énorme excroissance que vous voyez. Et donc dans la nature, ça ressemble en réalité à ça. Donc on ne le voit pas beaucoup. Hein. Et donc l'habitat de ce champignon, c'est au-dessus de 3500 mètres, donc c'est en Himalaya oriental et sur les plateaux du Tibet. Et il émerge au printemps. Et là, quand il émerge, il y a des gens qui viennent les récupérer, ils se mettent à quatre pattes et ils trient les herbes pour venir récupérer ces champignons. Il y a 300 000 personnes qui sont impliquées dans la récolte de ce champignon. C'est 70% de la population rurale. Et ça représente 40 à 90% de leurs revenus. C'est-à-dire qu'une personne qui collecte ces champignons a un revenu mensuel qui est l'équivalent d'un revenu d'enseignant. Donc clairement, c'est tentant d'aller récolter ce champignon dans la nature. Et du coup, ce qu'ils ont remarqué suite à cette habitude de récolter ce champignon, c'est l'abandon progressif de l'élevage des yaks. Les gens ont délaissé l'élevage pour pouvoir récolter du champignon. Les gens ont commencé à louer leurs terres à des étrangers qui étaient avides d'argent. Il y a eu fermeture des écoles pendant la période de récolte parce qu'il fallait que tout le monde soit mis à contribution. Et bien sûr, il y a eu l'émergence de violences parce que l'argent amène des jalousies. Et il y a eu 2 morts en 2014 et les violences ont cessé, mais parce que le Dalai Lama est intervenu à un moment donné pour dire stop. Alors pourquoi ce champignon rend fou? Parce qu'il a été surnommé le Viagra de l'Himalaya. Il se vend entre 10 000 et 90 000 euros le kilo aux Occidentaux, hein, pour en grande partie, mais aussi pour les Orientaux. En fait, c'est vendu un peu partout. Et il aurait des propriétés médicinales qui sont non vérifiées à l'heure actuelle. Mais en tout cas, plein de gens se jettent sur ces champignons. Attention, sur Internet, il y a des faux. Alors, un qui a vraiment des... Ah oui, il renforcerait le système immunitaire, il serait un anti-inflammatoire, antioxydant, antitumoral, et j'en passe. Alors, il y a un champignon qui, lui, a des vraies vertus médicinales et qui est aussi un zombificateur d'insectes, c'est Tolypocladium inflatum. Alors ça, c'est un petit champignon qui est extrêmement rare, qu'on observe rarement dans la nature. Et c'était à l'époque où les labos envoyaient des chercheurs ramener tout ce qu'ils trouvaient pendant qu'ils partaient en vacances. Et il y a un chercheur qui a ramené ce petit champignon qui parasite une larve de scarabée. Et il s'est avéré que ce champignon, il produit un immunodépresseur non toxique. Alors vous allez me dire pourquoi on aura envie de supprimer notre système immunitaire, mais dans un cas particulier, qui est la transplantation d'organes. Et donc quand ils ont ramené ce champignon au laboratoire, ils l'ont cultivé, et ils ont pu identifier la molécule qui était responsable en 1976. C'est la cyclosporine. Ils ont fait leurs tests sur des animaux, sur des porcs en 1978. Ils sont passés sur des tests humains en 1980, sur des personnes qui étaient greffées du foie. Et ils ont multiplié la durée de vie, mais par 10 fois par rapport à avant. Et en 1983, il a été approuvé par la FDA sous le nom de Sandimune. Donc aujourd'hui, c'est un médicament qui représente 3 milliards de dollars, oui c'est ça, en 2023. Et jusqu'à présent, il a sauvé plus de 800 000 personnes, en fait, grâce à ce tout petit champignon qui n'existe quasi pas, qui est très très difficile. Il y a eu quelques observations qui ont été faites, juste. Alors, on va se rapprocher de la fin de cette conférence et on va approcher du coup des vertébrés. Et je voulais vous laisser en vous parlant de 2 exemples. Le premier, c'est la chauve-souris, parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce que vraiment, des fois, on a l'impression qu'on est stupide. Donc, c'est le champignon qui s'appelle Pseudogymnoascus destructans, qui a été découvert en 2007 dans une grotte à New York. Et ça crée ces petits mycéliums que vous voyez autour du museau de la chauve-souris. Donc, ce champignon, on l'a observé la première fois, c'est là où vous voyez l'étoile noire, donc dans le côté bleu clair. Et puis, plus vous avancez vers le rouge, plus vous voyez la progression, en fait, aux États-Unis. Et ce champignon, bien sûr, il ne venait pas des États-Unis, il venait de l'Europe. Et il a été certainement ramené par un spéléologue, et il était collé sous une chaussure. Donc, en visitant des grottes, ils ont introduit ce champignon qui vit avec nos chauves-souris de manière à peu près harmonieuse, mais là-bas, les chauves-souris n'étaient pas prêtes. Et donc, en fait, les chauves-souris, il faut savoir que pourquoi elles peuvent être attaquées par un champignon, alors qu'elles sont quand même, elles ont une température corporelle élevée, mais parce qu'elles hibernent.
Et donc, quand les chauves-souris hibernent, leur température corporelle descend à 16 degrés, l'immunité est réduite, le champignon il peut proliférer, ce qui va faire que la chauve-souris elle va être gênée, elle va se réveiller très souvent et elle va contaminer sa colonie. Et quand arrive l'été, l'infection s'arrête parce que la chauve-souris remonte à 37 degrés. Et donc là, il y a la réponse immunitaire qui se met en branle, mais des fois, elle se met en branle trop fort. Et ça crée des inflammations, et c'est ce qui tue souvent les chauves-souris. Et donc la cible en particulier, c'est le museau, mais aussi les ailes des chauves-souris, qui sont un organe aussi respiratoire pour les chauves-souris, puisque 10% de la respiration se fait par les ailes. Et donc les symptômes, c'est de l'hyperventilation, de la déshydratation, de l'acidose, qui fait que comme la chauve-souris a soif, elle se réveille, et comme elle se réveille souvent, elle contamine les autres, et comme elle bouge beaucoup, elle épuise ses réserves de graisse, et des fois, elle n'arrive pas à passer l'hiver. Et donc la mort, souvent, apparaît à peu près 70 à 120 jours après. Et donc il y a 23 espèces qui sont touchées actuellement. Ils ont perdu 7 millions de chauves-souris. C'est 15% de la population des chauves-souris des USA qui ont disparu. Et donc, par exemple, je vous mets juste un exemple parce que c'est un petit peu quand même dramatique. Il y a tellement d'espèces qui sont touchées. Mais un exemple, chez la pipistrelle de l'Est, il y a 90% de la population qui a disparu. Et donc ça, c'est une perte aussi pour nous parce que je vous ai dit, on fait partie d'un écosystème. Et la perte des chauves-souris, elle est établie aux États-Unis à 53 milliards de dollars. Pourquoi ? Parce que les chauves-souris, elles mangent des insectes. Et par exemple, la molosse du Brésil, elle peut manger 3000 insectes par nuit. Et elle mange quels insectes ? Les insectes qui viennent manger nos cultures. Et donc, il y a vraiment une grosse perte liée à la mort de ces chauves-souris. Et pourtant, l'investissement dans la recherche pour lutter contre ce parasite, c'est à peine 0,01% de ce qu'elle rapporte. Donc, il faut absolument essayer de trouver, parce que 7 millions, ça va très vite et il n'y a pas de solution à l'heure actuelle. Donc, on n'est pas à l'abri que les chauves-souris disparaissent complètement aux États-Unis. Donc, je vais finir sur nous. Alors, bien sûr, nous aussi, on est victimes des champignons, et tous vous l'êtes, je vous assure. Je vais vous donner des chiffres pour vous le prouver. Pityriasis versicolore, qui est sur la photo, c'est un adulte sur 15. La teigne du cuir chevelu, un enfant sur 10. La teigne de laine, un homme sur 10. La teigne de peau, un adulte sur 5. Alors, on l'appelle la teigne, c'est des petites rougeurs, vous voyez, en rond. On n'aime pas ça quand on appelle ça la teigne. Les pieds d'athlète, c'est un adulte sur 5. La mycose des ongles des pieds, c'est un senior sur 2. Et les mycoses génitales, c'est 3 femmes sur 4. Donc, venez pas me dire que vous n'avez jamais attrapé une mycose dans votre vie. Mais en réalité, ces mycoses-là, ce n'est pas très grave. En réalité, c'est gênant, mais ça ne va pas vous tuer. Le problème, c'est quand l'infection fongique devient invasive. Et les infections fongiques invasives, elles tuent 3,8 millions de personnes par an. C'est beaucoup plus que le paludisme. Et c'est causé par 3 champignons en particulier. Aspergillus, qui a un taux de mortalité chez les immunodéprimés de 50%. Candida, qui a une infection qui produit des infections du sang. 40% de mortalité chez les immunodéprimés. Et Cryptococcus, qui crée des méningites, et c'est 75% de mortalité chez les immunodéprimés. Donc c'est des champignons qui, pour l'instant, ne s'attaquent qu'à des gens qui sont immunodéprimés en grande majorité. Alors, c'est un vrai problème actuel, et ce problème, il a une source agricole. Je vous explique. À l'heure actuelle, il existe 3 classes d'antifongiques qui peuvent lutter contre ces infections fongiques invasives. Les échinocandines, les azoles et l'amphotéricine. 3. Juste 3 familles d'antifongiques. Et bien sûr, les champignons peuvent développer des résistances. Or, quand on fait pousser des tulipes, par exemple aux Pays-Bas, on bazarde jusqu'à 143 tonnes d'azoles. Ces azoles, ils ne visent pas les champignons qui nous attaquent. Ils visent par exemple le botrytis, qui est la pourriture des plantes. Mais dans le sol se trouvent d'autres champignons, dont Aspergillus. Et ils se sont rendus compte que les Aspergillus que certains patients contractaient étaient déjà résistants aux antifongiques parce qu'ils avaient rencontré l'antifongique dans les champs de tulipes. Et parce que oui, autour des hôpitaux, il y a plein de tulipes pour décorer les hôpitaux et elles viennent avec ces champignons qui sont déjà résistants aux antifongiques. Et donc ça, c'est un vrai problème. Donc on ne va pas terminer cette conférence sur une note négative. Je tiens à dire pour les champignons que la pénicilline, qui est produite par Penicillium, qui n'est pas un champignon parasite, a sauvé 200 millions de vies. Et que les statines, qui sont aussi produites par une espèce de pénicillium, a réduit la mortalité cardiovasculaire de 25%. Donc c'est quand même, on a des champignons qui sont top. Et puis surtout,
Est-ce que vraiment les champignons sont responsables? Et donc, ce que je voudrais que vous reteniez dans cette conférence, c'est aller mollo sur le commerce international, la monoculture et le clonage, bien laver ses chaussures quand on part en voyage, faire attention avec les antifongiques en excès, et à retenir, apprendre de ses erreurs quand même. La banane. L'écosystème est un réseau en équilibre, et donc il y a des effets dominos, il faut y penser. Et bien sûr, l'importance de la recherche fondamentale, parce que c'est parce que des chercheurs ont essayé d'établir certains cycles qu'on a compris beaucoup de choses et qu'on a pu découvrir des médicaments. Donc, comme chez tout organisme, il y a un yin et le yang, et chez les champignons, c'est le cas. Et si vous voulez en savoir plus sur les champignons en général, pas les champignons parasites, je vous conseille le livre de Philippe Sillard qui s'appelle « Les champignons redécouverts », qui est un magnifique manuel pour le grand public sur les champignons. Je vous remercie. Quel talent! Quel talent! Et bravo aussi pour la qualité du PowerPoint qui est vraiment formidable. Voilà, bon, on a été un petit peu plus long que prévu, mais bon, tu veux... Je m'excuse. Ah non, non, c'était tellement bien qu'on s'en lassait pas. Hein, on aurait pu continuer encore davantage. Alors, on prendra peut-être un petit peu moins de questions. Il y a 300 spectateurs qui nous suivent en même temps sur YouTube, presque plus que dans la salle. Non, un petit peu moins que dans la salle quand même. Il y a évidemment des questions qui vont se poser. Alors moi, j'en ai une qui me semble très, très importante. Tu as parlé des... alors, on se tutoie, j'espère que ça ne choque personne. On se connaît depuis plusieurs années maintenant et voilà, on se tutoie dans la vie et c'est difficile de faire mine. On n'y arrive pas, en tout cas, on a du mal. Oui, tu as parlé de 23 000, à un moment, 23 328 types sexuels. Je voulais savoir comment on les compte. Alors, les types sexuels de schizophilomes, en fait, ils sont gérés par 2 gènes différents qui ont des variétés, des allèles différents. Et la combinatoire fait 23 000, je ne sais plus combien, plus de 23 000. Et en fait, donc, c'est les gens, en fait, quand ils prélèvent des champignons dans la nature, qui vont regarder ces 2 gènes-là et qui ont vu qu'il fallait que les 2 gènes soient différents pour que les champignons soient compatibles. Mais il faut que les 2 soient différents. Alors, dans le livre, vous apprenez encore beaucoup plus de choses, hein, je tiens à vous le préciser. Et puis, comme dans le PowerPoint, il y a aussi des titres empruntés à la littérature, au cinéma, etc., etc. Mais alors, voilà, maintenant, vos questions. On va faire vite. Alors, elle voulait une question d'une femme en premier, Audrey. Donc, voilà, vas-y. Du coup, moi, j'avais une question sur la façon dont les champignons... trompent le système immunitaire de leurs hôtes. Je veux savoir comment ils s'y prennent. J'avais lu notamment que certains insectes domptent ou dressent des virus pour parvenir à leur fin. Donc je veux savoir si les champignons font la même chose ou s'ils utilisent d'autres stratagèmes. Alors, par exemple, dans le cas des insectes, en fait, ce que le système immunitaire des insectes a évolué à reconnaître, c'est les bêta-glucanes qui sont dans la paroi des champignons. Et ben, certains champignons se débarrassent de leur paroi et comme ça, ils passent inaperçus. Donc en fait, les insectes ne peuvent pas le détecter parce qu'ils ne sont pas équipés pour détecter la membrane des champignons, mais que la paroi. Et c'est pour ça que ça ne marche pas très bien chez nous, parce que notre système immunitaire il est capable d'apprendre et de se renouveler, alors que, je dis dans le livre, c'est un petit peu comme si chez les insectes, le système immunitaire il avait une liste, une espèce de liste de bodyguards, tu fais rentrer pas ça, pas ça, pas ça, mais il ne peut pas manipuler cette liste. Alors que chez les mammifères, par exemple, en fait, le système immunitaire peut répondre beaucoup mieux à ce type d'infection. Donc oui, le champignon, en fait, il triche. Ils se cachent. Les microsporidies, elles vont jusqu'à s'enrouler de la membrane de l'hôte pour faire croire à l'hôte qu'elles sont lui. Et donc, en fait, l'hôte, il nourrit la microsporidie en pensant que ça lui appartient. Donc, ils arrivent à manipuler l'hôte comme ça. Oscar ? Merci. Moi, je voulais savoir comment on fait pour savoir si c'est le même champignon lorsqu'on étudie le plus grand champignon du monde en Oregon. En Oregon, oui. C'est par la génétique qu'ils ont fait ça. Okay. Ils ont fait des échantillonnages et ils regardent en fait le génome. Et ils se sont aperçus que c'était le même champignon, que c'était un clone. Et en plus, les rhizomorphes, on arrive à les voir. Ça, des fois, sur le sol, on les voit. Ça fait comme des cordes assez coriaces. Alors, qui a le micro ? Oui, il y a une dame qui demande là-bas. Oui, si tu peux, Pierre, merci. Et puis, il y a André, bien sûr, qui va poser sa question aussi.
Madame, allez-y, je vous en prie. Bonsoir. Une question très pratique. Vous avez parlé de laver ses chaussures quand on voyage. Avec quoi? Oui, c'est vrai, parce que les champignons résistent à beaucoup de choses, mais quand même pas à tout. Alors, ce qu'il faut, c'est surtout bien frotter. Par exemple, quand moi, j'ai vécu en Australie, quand je faisais mon post-doctorat, et c'est la première chose qu'ils regardent, les chaussures, parce qu'eux, ils ont très peur, parce qu'ils ont plein d'espèces extrêmement protégées. Et par exemple, j'ai aussi un ami qui n'a pas pu prendre ses balles de jonglage, parce qu'il y avait des graines à l'intérieur. Et donc, en fait, dans les douanes, ils vérifient beaucoup, et des fois, certaines douanes nettoient nos chaussures. Donc ça arrive. Mais franchement, si avec un peu de l'eau javélisée, on nettoie, ça passe. Les spores, en fait, elles vivent dans l'environnement un certain temps, mais pas éternellement non plus. Donc vous voyez, par exemple, le bananier. Par contre, le bananier, voilà, 40 ans quand même. Une spore, elle tient dans le sol. D'où ma question. Voilà. Alors chez, par exemple, les chauves-souris, la spore, elle peut tenir 1 an à 2 ans dans le sol. C'est quand même très long. André. Oui, pour rester dans le même sujet, comment les agriculteurs peuvent tenir compte de vos conseils que vous pourriez leur donner, sachant tout ce qu'on vient d'apprendre, quoi? Oui, alors dans la lutte biologique, il y a des choses qui ont été très intéressantes. Alors parfois, on peut utiliser les champignons pour lutter contre un autre champignon. Donc là, je ne vous en ai pas parlé, mais j'en parle dans le livre de la pourriture grise du fruit, qui est Botrytis. C'est un champignon qui attaque beaucoup de plantes et donc beaucoup de fruits, les tomates, les fraises, etc. Et ils se sont aperçus qu'il y avait un autre champignon qui s'appelle Trichoderma qui peut attaquer Botrytis et en plus faire du bien à vos plantes. Ils protègent les plantes et en plus, parce que comme ils protègent leurs plantes, c'est un petit peu leur milieu de vie, ils chassent Botrytis. Donc ça, c'est la première façon. Et il y a aussi d'autres champignons qui sont utilisés pour lutter contre les insectes ravageurs, qui vont cibler certains insectes, comme le champignon Métarhizium, qui n'est pas du tout mauvais pour les plantes, mais qui par contre attaque les insectes ravageurs. Et c'est utilisé par exemple au Brésil ou en Chine sur des grandes cultures. Ils balancent des spores de Métarhizium pour tuer des cicadelles ou des criquets. Donc il y a une manière de lutter, parce que le champignon a toujours un ennemi. Lui aussi, il est la proie de quelqu'un. Donc pourquoi pas les blobs, par exemple? Voilà, tiens, justement, une question sur Internet. Y a-t-il un blob qui mange les champis? C'est Jésus II le retour. J'aime beaucoup le nom. Alors oui, bien sûr, le blob, il mange les champignons, mais il ne les mange pas tous. Et comme nous, il est parfois attaqué par Aspergillus aussi. Mais Aspergillus, c'est vraiment l'opportuniste de service. Il attaque tout le monde. Alors une autre question sur Internet. Est-ce vrai qu'il n'y a pas de vers de terre en Amérique pour aérer les sols et que ce sont les mycéliums qui font le boulot? Alors, je ne sais pas répondre à cette question parce que je ne m'y connais pas en biodiversité des vers de terre, mais oui, les mycéliums, en tout cas, c'est sûr, aèrent le sol et les vers de terre aussi. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un sait s'il n'y a pas de vers de terre aux États-Unis? Ça me semble bizarre. Oui, je ne sais pas. Pierre, une question. Bonsoir, merci pour votre conférence. Vous avez parlé tout au début des ifs et des pressions qu'il y avait à l'intérieur. Vous avez montré un champignon qui traversait l'enrobé. Moi, ma question, c'est, moi, pour faire de la pression, c'est un compresseur, c'est une pompe. Comment fait la nature pour pouvoir élever toutes ces pressions et comment la fibre arrive à résister à ces pressions? Alors, c'est de la pression hydraulique, pour le coup. Donc, c'est du liquide, en fait, qui est en porte-pression. Et le champignon, donc, il a une membrane et il a une paroi qui est assez coriace. Et au niveau de l'apex de l'if, la paroi est beaucoup plus fine. Donc, elle peut supporter la pression et en fait, ça déforme. En fait, c'est la croissance. Il faut imaginer que ce n'est pas la l'if qui avance, elle croît. Elle croît par l'apex et elle pousse comme ça. Donc, elle se déforme en même temps. Et il y a des systèmes de pression hydraulique qui sont assez rigolos. Il n'y a pas longtemps, j'ai écrivé une chronique sur un champignon qui n'est pas du tout un parasite, qui s'appelle Pilobolus, qui est capable d'envoyer son sporange rempli de spores, mais à 3 mètres de distance pour un tout petit champignon. Et ça équivaut à envoyer un ballon au-dessus de la tour Eiffel. Il le fait pareil par la pression hydraulique. Et il y a beaucoup de champignons qui utilisent en fait cette pression hydraulique pour envoyer leurs sporanges ou envoyer leurs spores. Donc alors moi je ne m'y connais pas en mécanique des fluides, pour être honnête, mais en tout cas c'est ce que j'ai lu. Alors, une autre question sur Internet. Est-ce qu'on sait comment le champignon qui infecte les fourmis localise son site de relargage des spores? Ah oui, parce que c'est vrai que les fourmis, en fait, quand elles vont mordre une brindille, elles le font à 25 cm du sol. C'est hyper précis. Et du coup, les chercheurs se sont dit, mais pourquoi? Et du coup, ils ont déplacé les fourmis. Et ils ont vu que s'ils les mettaient trop haut, il y avait trop de soleil, le champignon ne poussait pas. S'ils les mettaient trop bas, il n'y en avait pas assez, le champignon ne poussait pas. Donc c'est là où ils se sont aperçus qu'en fait, le champignon contrôlait vraiment la fourmi pour qu'elle aille à cet endroit précis.
Et si avec un jeu de miroir, on déplaçait le soleil, en fait, la fourmi se déplaçait aussi pour aller mordre un petit peu ailleurs. Donc c'était assez rigolo, c'est vraiment le champignon qui va gérer. Alors comment il fait? Mais ça, on n'a aucune idée actuellement. Même pour la cigale, on sait par exemple que le champignon sécrète des substances, mais comment il contrôle, on n'a aucune idée de comment se fait en fait le contrôle du tout à l'heure actuelle. Une question là-haut? Oui, bonsoir. Moi, je me posais une question au début de votre intervention. Vous avez parlé des champignons qui représentaient à peu près 50% de la matière sèche dans le sol. Je voulais savoir sous quelle mesure ça pouvait être considéré comme un puits de carbone. Est-ce qu'il y avait des champignons qui pouvaient fixer le carbone? Certainement. Et dans cet environnement globalisé, sur cette augmentation de la température complète, je voulais savoir si on avait des trajectoires ou si vous aviez des échanges avec le Ship Project ou le GIEC sur ces éléments-là. Alors non, pas du tout. J'ai pas du tout. Parce que moi, je suis pas, pour une petite pression, je suis pas mycologue au départ. Moi, je regarde comment les champignons manipulent le comportement des fourmis, donc je suis plutôt du côté de l'animal. Mais oui, les champignons sont un système de stockage du carbone et de recyclage du carbone. Ils font aussi le stocker, bien sûr, cette biomasse les champignons, c'est aussi de la matière organique, tout comme les plantes, etc. Donc eux, ils participent au stockage et au recyclage du carbone. Donc oui, ils ont des formations de... Je ne sais pas si je réponds à votre question, en fait. Bon. Je prends une dernière question sur... enfin, il y en aura une autre à la fin. Étant donné vos travaux sur l'intelligence collective fourmi-blob, avez-vous observé des stratégies d'intelligence collective antiparasitaire contre les champignons? Ah, c'est une bonne question. Alors oui, bien sûr. Il y a le phénomène d'immunité sociale chez les fourmis, et j'en parle dans le livre. Nous, on a fait des travaux qu'on fait au laboratoire et qu'on fait mes collègues aussi en Autriche. On infecte les fourmis avec Métarhizium, qui est un champignon qui est très généraliste et du coup qui peut infecter les fourmis, mais qui ne fait pas comme Cordyceps, il les zombifie pas. Il les mange de l'intérieur et puis il ressort au bout de 15 jours. Mais voilà, il est plutôt destructeur, lui. Et les fourmis, en fait, elles sont capables de détecter à l'odeur les fourmis qui sont infectées parce qu'elles ne sont pas la même odeur. En fait, les fourmis, elles ont des hydrocarbures cuticulaires sur leur corps qui ont une odeur qui a la partie génétique en partie environnementale. Et quand une fourmi est infectée, elle n'a pas la même odeur. Donc, elle est chassée par les autres fourmis déjà. Ensuite, les fourmis, pour prévenir en fait les infections, elles vont aussi s'auto-nettoyer tout le temps les unes les autres. Quand une fourmi rentre de récolte, elles vont essayer d'enlever tout ce qui traîne un petit peu, qui s'est accroché sur le corps de la fourmi. Et chez les termites, par exemple, qui vivent aussi en société, eux, ils enterrent carrément. Ils enterrent vivants les termites infectés pour les isoler vraiment de la colonie. Donc en fait, ils ont vraiment un moyen de mettre en quarantaine les animaux qui sont infectés. C'est ce qu'on appelle l'immunité sociale, qui en fait... va augmenter l'immunité individuelle. En fait. Ce comportement de se protéger, de se lécher, etc., permet de limiter vraiment les infections, puisque quand même les fourmis sont toutes les unes sur les autres. Donc une infection se passe vite d'une fourmi à une autre. Alors, vous avez vu la qualité et la passion que met Audrey à nous donner toutes ces informations. Je tiens à vous rappeler que les deux autres conférences qu'elle a faites ici sont toujours visibles sur notre site Internet, sur notre chaîne YouTube. Hein, donc, on peut revoir celles les deux sur le blog. Vous pouvez aussi donc aller feuilleter les livres. Et j'ai une dernière question justement à propos du livre. Est-ce qu'il sera disponible en audio-livre ? J'aimerais tellement. Parce que je suis une grande fanat des audiolivres. J'en écoute au moins une vingtaine par an. Des livres, parce que quand je travaille, quand je pédale sur mon vélo, j'écoute des audiobooks. Donc j'aime beaucoup ça, j'aimerais beaucoup. Non, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va être traduit en anglais et qu'il va sortir en poche très prochainement. Voilà. Vous savez tout. Merci encore, Audrey, pour cette superbe conférence.